Elle avait hérité d'un chêne millénaire creux, un héritage colossal légué par un parent dont elle ignorait jusqu'à l'existence. Et tout le village s'en était moqué, qualifiant cela de la pire succession de l'histoire de la Gironde. Mais lorsque Manon Duval pénétra enfin à l'intérieur de ce tronc ancestral et découvrit ce qui se cachait sous ses racines, elle mit au jour un secret d'une valeur de 240 millions de dollars en or. Une fortune qui allait soit lui sauver la vie, soit y mettre un terme. Les néons blafards de la brasserie, le lutin, ouverte 24 heures sur 24, grésillaient au-dessus de la tête de Manon Duval comme des guêpes en colère alors qu'elle remplissait les tasses de café pour la 3e fois de l'heure. Il était 2h15 du matin, et ses pieds hurlaient de douleur à l'intérieur de ses baskets usées. Cela faisait 6 heures d'affilée qu'elle était debout, depuis le début de son service à 20 heures, et il lui restait encore 3 longues heures à tenir avant de pouvoir s'effondrer dans sa voiture pour une sieste de 20 minutes, puis de traverser la ville en trombe pour son travail du matin à la quincaillerie. Manon avait 32 ans, mais le miroir lui renvoyait dernièrement l'image de quelqu'un de bien plus âgé. Des cernes sombres avaient élu domicile de façon permanente sous ses yeux bruns, et son sourire, autrefois vibrant, était devenu quelque chose qu'elle devait consciemment se rappeler de produire. Ses cheveux bruns, tirés en une queue de cheval qui avait connu des jours meilleurs, encadraient un visage qui portait le poids de 1000 soucis. Dans la banquette du fond, sa fille de 9 ans, Chloé, était assise, penchée sur ses devoirs, son sac à dos lui servant d'oreiller, luttant pour garder les yeux ouverts. Le cœur de Manon se serrait chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil dans sa direction. Aucun enfant ne devrait passer ses nuits dans une brasserie pendant que sa mère sert des croque-monsieur à des routiers et des insomniaques. Mais la garderie coûtait cher, les babysitter coûtaient cher, tout coûtait cher, et le salaire de Manon, issu de 2 emplois, couvrait à peine le loyer de leur petit studio à Bordeaux et mettait de la nourriture sur la table. « Encore un café, mon petit ?» demanda-t-elle à un habitué, forçant dans sa voix une gaieté qu'elle ne ressentait pas. L'homme hocha la tête sans lever les yeux de son téléphone. Manon versa, sourit, passa à autre chose. C'était sa vie maintenant. C'était ainsi depuis que le père de Chloé était parti 4 ans plus tôt, ne laissant derrière lui que des promesses vides et des cartes de crédit au maximum de leur plafond. Elle avait passé ces 4 années à se battre pour sortir de la ruine financière, à s'échiner au travail, sacrifiant le sommeil, la santé mentale et tout semblant de vie sociale. Mais elle s'en sortait, à peine. Un service manqué, une dépense imprévue, une maladie, et toute cette structure fragile s'effondrerait. Elle vivait au bord de ce précipice chaque jour, et la peur ne quittait jamais vraiment sa poitrine. « Maman » appela doucement Chloé depuis la banquette. « On rentre bientôt ?» Manon vérifia l'horloge. Encore 2h45. « Bientôt, mon cœur » mentit-elle doucement. « Finis tes problèmes de maths. D'accord ? Tu te débrouilles si bien. » Chloé hocha la tête, se frottant les yeux, et se pencha de nouveau sur sa feuille d'exercice. Manon sentit la piqûre familière de la culpabilité, aiguë et persistante. Quelle sorte de mère était-elle ? Traînant sa fille à travers ces nuits interminables. Mais quel choix avait-elle ? Sa propre mère était décédée 3 ans plus tôt, et elle n'avait pas d'autre famille, aucun système de soutien, aucun filet de sécurité. Il n'y avait qu'elle deux contre le monde. La cloche au-dessus de la porte de la brasserie tinta, et Manon se tourna, sa cafetière à la main. Mais au lieu d'un autre client de fin de soirée, une femme en tailleur impeccable entra, semblant complètement déplacée parmi les routiers et les travailleurs de nuit. Elle portait une mallette en cuir et balaya la brasserie du regard avec détermination jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Manon. « Manon Duval ?» demanda la femme en s'approchant du comptoir. L'estomac de Manon se noua. Les personnes à l'allure officielle n'apportaient jamais de bonnes nouvelles. « Oui » dit-elle prudemment, en posant la cafetière. « Je peux vous aider ?» La femme lui tendit une carte de visite. « Je m'appelle Valérie Leclerc. Je suis avocate au cabinet Morrison et associée à Bordeaux. J'essaie de vous joindre depuis plusieurs semaines. Votre téléphone semble être déconnecté. » Manon rougit. Elle avait laissé sa facture de téléphone portable impayée le mois dernier, donnant la priorité au loyer. « Je suis désolé. J'ai eu quelques soucis. » De quoi s'agit-il ? Valérie jeta un coup d'œil autour de la brasserie, puis de nouveau à Manon. « Y a-t-il un endroit où nous pourrions parler en privé ? C'est au sujet d'une succession. » Le mot « succession » sembla résonner dans l'espace éclairé par les néons. L'esprit de Manon s'emballa, parcourant les possibilités. Elle n'avait plus de famille.
Son père était mort quand elle avait 12 ans, sa mère 3 ans auparavant, et elle était fille unique. Il n'y avait personne de qui hériter. Je pense que vous vous trompez de personne, dit Manon. Je n'ai aucun parent. En fait, dit Valérie en ouvrant sa mallette et en sortant un dossier, si. Ou plutôt, vous en aviez un. Un homme nommé Jean Dubois est décédé il y a 6 mois en Gironde. Selon nos recherches, il était votre grand-oncle, le frère de votre grand-mère. Manon la dévisagea. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un nommé Jean Dubois. Ce n'est pas rare dans ce cas, dit Valérie. Jean était une sorte d'ermite. Il a vécu seul sur une propriété dans le nord de la Gironde pendant plus de 50 ans. Il n'avait ni enfant, ni épouse, et maintenait apparemment très peu de contact avec sa famille. Mais son testament était très précis. Vous êtes sa seule parente de sang survivante, et donc sa seule héritière. Les mains de Manon se mirent à trembler. Elle s'agrippa au comptoir pour se stabiliser. Héritière de quoi? Valérie sortit plusieurs documents. Monsieur Dubois possédait 19 hectares de terre boisée près du village de Clerval, en Gironde. La propriété comprend un petit gîte et une caractéristique particulièrement remarquable, un chêne millénaire creux, estimé à plus de 1000 ans. Selon le testament, tout cela vous appartient désormais. La brasserie sembla basculer autour de Manon. Elle entendait les mots mais ne parvenait pas à les assimiler. Des terres. 19 hectares. Un arbre. Ce devait être une erreur. Une sorte d'arnaque. Les gens comme elle n'héritaient pas de terre. Je ne comprends pas, murmura-t-elle. Pourquoi me laisserait-il ça à moi? Je ne savais même pas qu'il existait. L'expression de Valérie s'adoucit légèrement. Je ne peux pas parler des motivations de Monsieur Dubois. Je ne sais que ce qui est écrit dans le testament. Vous êtes son héritière, Madame Duval. La propriété est à vous, libre de toute charge. Il n'y a pas d'hypothèque, pas de privilège, rien à payer. Tout est entièrement réglé. Quelle est sa valeur? Demanda Manon, son esprit pratique perçant à travers le choc. Valérie hésita. C'est compliqué. Le terrain lui-même est zoné pour la sylviculture et la conservation. Vous ne pourriez pas le développer ou le vendre pour un usage commercial. Les compagnies forestières ont proposé d'acheter la propriété à plusieurs reprises au fil des ans, mais Monsieur Dubois a toujours refusé. Quant à la valeur marchande dans son état actuel, avec toutes les restrictions, je l'estimerais entre 70 et 90 000 euros. Si vous pouviez trouver un acheteur. C'est assez isolé, pas de service public, un accès difficile, pas vraiment un bien immobilier de premier choix. 70 à 90 000 euros. L'esprit de Manon vacilla. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait vu de toute sa vie. Elle pourrait rembourser ses dettes, acheter une voiture fiable, peut-être même verser un acompte sur une petite maison, donner à Chloé une vraie chambre, un jardin, une enfance normale. Qu'est-ce que je dois faire? Demanda Manon, sa voix à peine audible. Valérie lui tendit le dossier. Signez ces papiers accusant réception de la succession. Ensuite, vous devrez vous rendre à Clerval pour prendre officiellement possession de la propriété et rencontrer le notaire local qui s'est occupé des affaires de Monsieur Dubois. Tout ce dont vous avez besoin est ici, y compris les indications et les coordonnées. Manon ouvrit le dossier avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des titres de propriété, des cartes, des documents juridiques denses dans un langage qu'elle ne comprenait pas, et une photographie. Elle sortit la photo et son souffle se coupa. L'arbre était massif, incroyablement énorme, son tronc plus large que tout son studio. L'écorce était d'un brun rouge profond, usée par le temps et ancienne, et près de la base, elle pouvait voir une ouverture, une cavité naturelle creusée par le temps et le feu, assez grande pour y entrer. Autour de lui se trouvaient d'autres chênes, hauts et magnifiques, mais aucun ne se comparait à ce géant. Il se dressait comme une cathédrale parmi les églises, un monument autant lui-même. C'est le chêne du bois, dit Valérie. Il est apparemment assez célèbre dans la région. Une légende locale, ce genre de choses. Votre grand-oncle le protégeait farouchement. Il ne laissait personne s'approcher de la propriété. Manon fixa la photographie, sentant quelque chose bouger dans sa poitrine. Cet arbre, cette chose vivante et ancienne, lui appartenait désormais. Elle, qui ne possédait que des dettes et des soucis, était soudain la gardienne de quelque chose qui avait tenu bon pendant un millénaire. Je vais signer, dit-elle soudainement, d'un ton décidé.
Valérie étala les papiers, et Manon signa chacun d'eux, sa main plus stable maintenant. Quand ce fut fait, Valérie rassembla les documents et ferma sa mallette d'un coup sec. Félicitations, Madame Duval. Vous êtes maintenant propriétaire terrienne. Je vous suggère de visiter la propriété le plus tôt possible. Il y a des décisions que vous devrez prendre, et plus tôt vous vous familiariserez avec ce dont vous avez hérité, mieux ce sera. Après le départ de Valérie, Manon resta figée derrière le comptoir, le dossier serré contre sa poitrine. Chloé s'était endormie sur la banquette, la tête posée sur son sac à dos, ses devoirs de mathématiques éparpillés autour d'elle. La brasserie continuait son rythme nocturne, inconsciente du fait que tout venait de changer. 70 à 90 000 euros. Une porte de sortie, une chance. Manon essuya les larmes qu'elle n'avait pas réalisé avoir versées et retourna remplir les tasses de café. Mais son esprit courait déjà vers le nord, vers des arbres anciens et des mystères hérités, vers un grand-oncle qu'elle n'avait jamais connu et une propriété qui pourrait bien les sauver toutes les deux. 2 semaines plus tard, la vieille Renault 4 litres de Manon tout sautait en remontant l'autoroute, chargée de tout ce qu'elle et Chloé possédaient d'important. Le reste de leurs affaires, aussi rares et usées qu'elles fussent, avaient été laissées derrière dans leur studio. Manon avait démissionné de ses 2 emplois, liquidé ses maigres économies et pointé la voiture vers le nord, en direction de la Gironde, avec seulement l'espoir et le désespoir pour carburant. « C'est encore loin ?» demanda Chloé depuis le siège passager, le nez collé à la vitre alors que d'imposants chênes commençaient à apparaître le long de la route. « Encore 1 heure, peut-être moins, » dit Manon, jetant un coup d'œil aux indications manuscrites sur le siège à côté d'elle. Le GPS avait cessé de fonctionner 30 km plus tôt, lorsque le réseau cellulaire avait disparu. Elles étaient vraiment au milieu de nulle part maintenant. Le paysage s'était transformé au cours des 6 dernières heures de route. L'étalement urbain de Bordeaux avait cédé la place à des vallées viticoles qui s'étaient ensuite élevées dans les collines côtières où les forêts de chênes poussaient, denses et anciennes. L'air qui entrait par la fenêtre baissée de Manon avait une odeur différente ici, plus propre, plus verte, lourde du parfum du bois, de la terre et de quelque chose d'intemporel. Manon avait passé les 2 dernières semaines à faire des recherches sur Clerval et à en apprendre davantage sur son grand-oncle Jean Dubois. Ce qu'elle avait trouvé était étrange et parcellaire. Jean avait déménagé sur la propriété en 1973 à l'âge de 35 ans et l'avait rarement quitté depuis. Les quelques articles de journaux qu'elle avait trouvés ne le mentionnaient qu'en passant, l'ermite qui vivait dans l'arbre creux, l'homme qui chassait les représentants des compagnies forestières avec un fusil de chasse, l'excentrique qu'on avait vu une fois parler aux arbres comme s'ils étaient de vieux amis. Personne ne semblait savoir d'où venait Jean ni pourquoi il avait choisi un tel isolement. La propriété appartenait à la famille Dubois depuis des générations, apparemment transmise par l'arrière-arrière-grand-père de Manon, qui l'avait réclamée pendant le boom de l'exploitation forestière de la fin des années 1800, mais ne l'avait jamais exploitée lui-même. Au lieu de cela, il l'avait protégée, et chaque génération suivante avait fait de même jusqu'à Jean, le dernier de la lignée. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à elle. « Maman, regarde !» s'exclama Chloé, pointant du doigt un chêne massif qui poussait juste à côté de la route, son tronc si large que la route s'incurvait autour de lui. Il est énorme. Manon sourit, son premier vrai sourire depuis des semaines. « Attends un peu, mon cœur. Le nôtre est encore plus grand. » Les indications les menèrent hors de l'autoroute sur des routes de plus en plus petites. La 2 voies goudronnées devint un asphalte rugueux, qui devint du gravier, pour finalement n'être plus qu'un chemin de terre serpentant à travers une forêt dense. La Renault 4 litres de Manon rebondissait sur les ornières et les rochers, la suspension grinçant de façon inquiétante. Elle pria pour que la voiture tienne le coup. Ce n'était pas un endroit où l'on voulait tomber en panne. Finalement, après ce qui sembla une éternité d'arbres, d'ombres et de chemins sinueux, elles arrivèrent à un portail métallique rouillé. Un panneau délavé y était suspendu, domaine Dubois. Propriété privée. Manon sortit et s'approcha du portail. Il était fermé par une chaîne et un cadenas. Dans le dossier de Valérie, elle trouva une vieille clé, ternie et lourde. Avec des doigts tremblants, elle l'inséra dans la serrure. Elle tourna avec un grincement réticent, et la chaîne tomba. Elle poussa le portail et remonta dans la voiture. « On y va » dit-elle, essayant de paraître confiante pour Chloé. Le chemin continuait sur environ 400 mètres à travers une forêt de plus en plus dense. Les chênes ici étaient énormes, leurs troncs s'élevant comme des colonnes vers une canopée si épaisse qu'elle bloquait la majeure partie du soleil de l'après-midi. Le monde sous les arbres était sombre et silencieux,
tapissé de fougères et d'oseilles sauvages, vivant du goutte à goutte et du murmure d'une forêt qui avait existé pendant des millénaires. Puis le chemin s'ouvrit sur une petite clairière et Manon le vit. La photographie ne lui rendait pas justice. Loin de là. Le chêne du bois était un géant parmi les géants. Un gratte-ciel vivant de bois et d'écorce qui s'élevait si haut que Manon dut se pencher en avant et regarder à travers le pare-brise pour voir où il disparaissait enfin dans la canopée, bien au-dessus. Le tronc était incroyablement massif, mesurant facilement 10 mètres de diamètre, son écorce profondément sillonnée de la couleur de la rouille et de la cannelle. Et là, à la base, se trouvait la cavité, une ouverture sculptée par le feu, assez grande pour y faire passer une voiture, sombre, mystérieuse et quelque peu invitante. Près de l'arbre se dressait un petit gîte, plus une cabane qu'une maison en réalité, avec un porche affaissé et des fenêtres couvertes de décennies de crasse. À côté se trouvait une vieille fourgonnette sur des parpaings, ses pneus pourris depuis longtemps. Tout parlait d'années, d'isolement, d'une vie vécue loin du monde. Manon coupa le contact, et le silence s'engouffra. Pas un silence complet, la forêt avait ses propres sons des chants d'oiseaux, des feuilles qui bruissent, et le murmure du vent dans les branches à des centaines de mètres au-dessus mais un calme profond qui semblait presque sacré. « Maman » souffla Chloé, les yeux levés vers l'arbre. On dirait un conte de fées. Manon hocha la tête, incapable de parler. Elle le ressentait aussi, un sentiment de magie, comme si elle était sortie du temps normal pour entrer dans un lieu plus ancien et plus mystérieux. Cet arbre était là quand Christophe Colomb a navigué vers l'Amérique, quand Rome est tombée, quand le Christ a marché sur la terre. Il avait vu les siècles passer comme des saisons, et maintenant, incroyablement, il était à elle. Elles sortirent lentement de la voiture, attirées vers le tronc massif. L'ouverture à sa base était encore plus grande de près, révélant un intérieur creux, assez spacieux pour que plusieurs personnes puissent s'y tenir confortablement. Les parois intérieures étaient noircies par un ancien incendie, balafrées, mais vivantes. L'arbre avait guéri autour de sa blessure au fil d'innombrables années. Manon entra, et Chloé la suivit de près. L'air à l'intérieur de la cavité sentait le bois, la fumée et la terre profonde. La lumière filtrait à travers les fissures et les interstices de l'écorce au-dessus, créant des motifs changeants sur les murs calcinés. C'était comme se tenir au cœur de quelque chose d'ancien et de puissant, quelque chose qui avait été témoin de toute l'histoire de l'humanité sur ce continent et qui en était resté impassible. « Regarde, maman » dit Chloé, en montrant la paroi du fond de la cavité. « Il y a quelque chose de gravé ici. » Manon s'approcha, passant ses doigts sur les lettres profondément gravées, J. D. Gardien. 1973. Les initiales de son grand-oncle. Gardien. De quoi avait-il été le gardien? Un bruit extérieur fit sursauter Manon. Des pas, lents et délibérés, craquant sur le sol de la forêt. Elle attrapa la main de Chloé et sortit de la cavité. Un homme se tenait près de leur voiture, vieux et bourru, avec une barbe couleur de laine d'acier et des yeux qui les évaluaient avec une intelligence acérée. Il portait des vêtements de travail délavés et tenait un bâton de marche qui ressemblait plus à une arme qu'à une aide. Derrière lui, garé là où le chemin rencontrait la clairière, se trouvait un camion couvert de boue. « Je peux vous aider » demanda-t-il, sa voix aussi rude que l'écorce d'un arbre. Manon se redressa, essayant de projeter une confiance qu'elle ne ressentait pas. « C'est ma propriété. Je suis Manon Duval. J'ai hérité de Jean Dubois. » L'homme l'étudia un long moment, puis cracha dans la poussière. « J'avais entendu dire que quelqu'un pourrait venir. Je n'y croyais pas. J'en disais à tout le monde qu'il n'avait pas de famille. Je ne savais pas non plus pour lui, dit Manon. Mais nous voilà. Je m'appelle Pierre Morin, dit l'homme. J'ai une propriété à environ 3 kilomètres à l'ouest. J'étais ami avec Jean. Ou aussi proche que Jean laissait quiconque s'approcher. Il était particulier à propos de cet endroit. Particulier à propos de cet arbre. C'est ce que j'ai entendu, dit Manon, ne bougeant pas de sa position protectrice devant Chloé. Pierre regarda par-dessus son épaule vers le chêne massif, une expression indéchiffrable sur son visage. Ça jase au village, vous savez. Sur ce que Jean pouvait bien avoir ici. Les gens disent qu'il était assis sur quelque chose de précieux. Quelque chose qui valait plus que le bois. C'est pour ça que vous êtes venu? L'estomac de Manon se serra. Je suis venu parce que j'ai hérité d'une propriété. Et j'avais besoin de changer d'air. C'est tout. Ah ouais.
Pierre déplaça son poids, son bâton de marche frappant le sol. Eh bien, vous devriez savoir. On ne va pas vous laisser tranquille ici. Les compagnies forestières essaient d'obtenir ce terrain depuis des décennies. Et il y en a d'autres aussi. Des gens qui pensent que Jean cachait quelque chose qui valait la peine d'être trouvé. Le village de Clerval est petit et les nouvelles vont vite. À l'heure qu'il est, tout le monde sait que l'héritière de Jean est arrivée. Un frisson parcourut l'échine de Manon malgré l'après-midi chaud. Vous me menacez? Je vous préviens, dit Pierre. Il y a une différence. Jean a tenu les gens à l'écart de ce terrain pendant 50 ans. Les a tenus à l'écart de cet arbre. Maintenant, il est parti et vous êtes là, et il va y avoir des gens qui se demandent si vous ne seriez pas plus facile à manipuler que lui. Je ne vends pas, dit Manon fermement. Ni aux compagnies forestières, ni à personne d'autre. L'expression de Pierre changea légèrement. Quelque chose qui aurait pu être de l'approbation. Jean aurait aimé ça. Mais le dire et le penser quand les choses deviennent difficiles, ce sont deux choses différentes. Ce terrain, cet arbre, il valent la peine d'être protégé. Jean le savait. La question est, est-ce que vous le savez? Avant que Manon ne puisse répondre, Pierre se tourna et retourna à son camion. Un conseil, lança-t-il par-dessus son épaule. Inspectez le gîte avant la nuit. Et n'allez pas dans la cave à racines avant de comprendre ce que vous protégez. Il monta dans son camion et s'en alla, laissant Manon et Chloé seules avec le chêne imposant et le sentiment soudain qu'elles étaient tombées dans quelque chose de bien plus compliqué qu'une simple succession. Qu'est-ce qu'il voulait dire à propos d'une cave à racines? Demanda Chloé, se serrant contre sa mère. Manon regarda le grand arbre, l'obscurité à l'intérieur de son tronc creux, la façon dont les ombres s'étiraient dans la clairière alors que l'après-midi basculait vers le soir. Je ne sais pas, mon cœur. Mais je crois qu'on est sur le point de le découvrir. Le gîte était pire à l'intérieur qu'il n'en avait l'air de l'extérieur. Une seule pièce servait à tout, cuisine, salon, chambre, avec une minuscule salle de bain à peine assez grande pour se retourner, attenante à l'arrière. Le mobilier était rare et ancien, un lit étroit avec un matelas affaissé, une table en bois brut, 2 chaises, un poêle à bois épais de rouille, et des étagères garnies de conserves et de provisions vieilles de plusieurs décennies. Mais il était à l'épreuve des intempéries et avait l'eau courante, bien que Manon ne fasse pas confiance au filet d'eau couleur rouille qui sortait du robinet au début. Le gîte avait des panneaux solaires sur le toit, avait-elle remarqué, plus récents que tout le reste, probablement installés au cours des dernières années. Un petit générateur se trouvait à côté du gîte, des bidons de carburant empilés à proximité. Jean était peut-être un ermite, mais il n'était pas complètement coupé des commodités modernes. Manon passa la fin de l'après-midi à nettoyer ce qu'elle pouvait, ouvrant les fenêtres pour aérer l'intérieur moisi, balayant la poussière et les toiles d'araignée, faisant le lit avec les draps propres qu'elle avait apportés de leur appartement. Chloé aida, bien qu'elle ne cessât de jeter des regards nerveux vers l'énorme arbre à l'extérieur, sa cavité semblant plus sombre maintenant que les ombres du soir s'approfondissaient. « On va vraiment vivre ici ?» demanda Chloé, frottant une fenêtre crasseuse avec plus de courage que d'enthousiasme. « Pour un moment, dit Manon. Jusqu'à ce que je sache quoi faire de la propriété. Peut-être qu'on la vendra, qu'on utilisera l'argent pour repartir à zéro quelque part. Peut-être, laissa-t-elle en suspens, ne sachant pas quelle était l'alternative. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'en se tenant dans cette clairière, entourée d'arbres anciens, elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, la possibilité. Le poids qui avait pesé sur sa poitrine pendant si longtemps semblait plus léger ici. L'anxiété constante concernant l'argent et la survie, temporairement suspendue par l'irréalité pure de la situation. Alors que l'obscurité s'installait sur la forêt, Manon trouva des bougies et une lanterne, créant de petites flaques de lumière contre la nuit envahissante. Elles prirent un simple repas de quiche et de pain, fait avec les provisions que Manon avait apportées, assises à la table en bois brut, tandis que la forêt à l'extérieur se remplissait de sons inconnus aux déululements, des bruissements, et des craquements lointains qui auraient pu être des branches tombant ou quelque chose se déplaçant dans les sous-bois. Chloé s'endormit rapidement, épuisée par le voyage, recroquevillée sur le lit étroit que Manon avait recouvert de toutes les couvertures qu'elle avait pu trouver. Manon resta assise à la table, la lanterne projetant des ombres vacillantes sur les murs, et essaya de digérer tout ce qui s'était passé au cours des 2 dernières semaines. Elle avait tourné le dos à sa vie, ses 2 emplois, leur appartement, la routine brutale qui avait défini son existence pendant 4 ans. Il avait été facile de partir, ce qui en disait long. Rien ne les retenait là-bas, sauf la peur du changement,
et la peur l'avait guidée pendant trop longtemps. Mais l'avertissement de Pierre résonnait dans son esprit. Des gens qui se demandent si elle serait plus facile à manipuler que Jean. La cave à racines. Elle était censée vérifier ce que vous protégez. Que protégeait-elle? Manon se leva, attrapa la lanterne et sortit. La nuit était claire et froide. Des étoiles étaient visibles à travers les trouées de la canopée. Plus d'étoiles qu'elle n'en avait jamais vues en ville. Le chêne du bois se dressait devant elle, un pilier sombre s'étirant vers ses étoiles, sa cavité comme une bouche ouverte. Elle se dirigea vers lui, la lanterne tenue haute, et entra. Les murs calcinés semblaient absorber sa lumière plutôt que la refléter. Elle se déplaça vers le fond de la cavité, là où les initiales gravées de Jean marquaient le bois. Gardien, il s'était appelé. Mais gardien de quoi? Manon passa ses mains le long du bois balafré, sentant la texture de l'écorce ancienne, le charbon lisse des anciens dégâts du feu. Ses doigts trouvèrent une fente, une fissure qui semblait plus profonde qu'elle ne le devrait. Elle la suivit vers le bas et découvrit que le sol de la cavité n'était pas solide. Il y avait une jointure ici, subtile mais définie, délimitant une section de sol d'environ 1,20 m de côté. Le cœur battant, Manon s'agenouilla et l'examina de plus près. La section était coupée avec précision, si bien ajustée qu'elle était presque invisible à moins de la chercher. Elle trouva une petite dépression le long d'un bord et essaya de la soulever avec ses doigts. Rien ne bougea. Elle se leva et regarda autour de l'intérieur de la cavité, cherchant tout ce qui pourrait être un outil ou un levier. Près de l'entrée, suspendu à un nœud dans le bois, il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant, une tige de métal, mince et en forme de L comme une poignée. Manon la décrocha et retourna à la section du sol. Elle inséra la tige dans la dépression et tira. Avec un faible grincement, la section de sol se souleva, révélant des escaliers menant vers l'obscurité. Une cave à racines, exactement comme Pierre l'avait dit. Manon se tint au bord, tenant sa lanterne au-dessus de l'ouverture. Des marches en pierre descendaient sur environ 3 mètres, disparaissant dans une chambre sous le système racinaire massif de l'arbre. L'air qui montait d'en bas sentait la terre, l'humidité et quelque chose de métallique. Chaque instinct lui hurlait de refermer la trappe et d'oublier qu'elle l'avait trouvée. C'est comme ça que les films d'horreur commencent. Des gens qui descendent dans des caves sombres sous des arbres mystérieux au milieu de nulle part. Mais Manon n'avait jamais eu le luxe de se détourner des choses difficiles. Toute sa vie avait consisté à affronter ce qui lui faisait peur parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Elle prit une profonde inspiration, leva la lanterne plus haut et descendit dans l'obscurité sous le chêne du bois, une marche prudente à la fois, sans avoir la moindre idée qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose qui allait tout changer. Quelque chose d'une valeur de 240 millions de dollars. Quelque chose pour lequel des gens tueraient. Quelque chose qui la forcerait à devenir bien plus forte qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Les marches en pierre étaient usées et lisses, comme si d'innombrables pieds les avaient foulées au fil des ans. Manon compta 12 marches avant d'atteindre le fond, où le passage s'ouvrait sur une chambre creusée dans la terre même. La lumière de sa lanterne luttait faiblement contre l'obscurité, révélant des aperçus d'un espace plus grand qu'elle ne l'avait prévu, à peu près circulaire, suivant la propagation naturelle du système racinaire du chêne. Et puis sa lumière attrapa quelque chose qui lui coupa le souffle. Du métal. De l'or. Des lingots empilés en rangées nettes contre la paroi de terre incurvée. Manon s'approcha, sa main tremblant si fort que la lumière de la lanterne dansait follement à travers la chambre. Les lingots étaient chacun de la taille d'une brique, estampillés de chiffres et de symboles qu'elle ne pouvait pas lire immédiatement. Elle tendit la main et en toucha un du bout du doigt, comme s'il pouvait disparaître à son contact. Il était solide, réel, incroyablement lourd. Elle compta les piles visibles. 12 lingots de haut, 15 lingots de large, et les rangées s'étendaient en arrière dans des ombres qu'elle ne pouvait pas bien voir. Et ce n'était qu'une section du mur. La chambre s'enroulait autour du système racinaire de l'arbre. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Manon posa la lanterne avec des mains tremblantes et sortit un lingot d'une pile. Il était plus lourd qu'elle ne s'y attendait, dense et froid. Elle le rapprocha de la lumière et lut l'estampille, Crédit Suisse 1 kg or fin 999,9. 1 kg d'or. L'esprit de Manon s'emballa, essayant de calculer. L'or valait combien? Elle ne savait même pas exactement. Des milliers d'euros par once. Et il devait y avoir des centaines de lingots ici, peut-être des milliers. Elle recula en trébuchant, le lingot glissant presque de ses mains.
Ce n'était pas une modeste succession. Ce n'était pas 70 ou 90 000 euros de terrain boisé. C'était impossible. C'était terrifiant. C'était un changement de vie au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Les jambes de Manon cédèrent, et elle s'assit lourdement sur le sol en terre, le lingot d'or sur ses genoux, son esprit en ébullition. D'où cela venait-il? Depuis combien de temps était cela? Jean le savait-il? Bien sûr qu'il le savait. C'est pourquoi il avait vécu ici pendant 50 ans. Pourquoi il n'était jamais parti? Pourquoi il avait chassé quiconque s'approchait de trop près? Gardien. Il avait gardé une fortune. Et maintenant, elle était à elle. Non, ce n'était pas juste. Elle appartenait à qui? Jean l'avait-il volée, hérité lui-même, trouvée? Les questions tourbillonnaient dans son esprit, mais une chose était absolument claire, cet or, assis dans cette chambre secrète sous cet arbre ancien, valait plus d'argent que Manon ne pouvait en comprendre, plus qu'elle ne pourrait en dépenser en 10 vies, plus que des pas. Au-dessus d'elle, sur le sol de la cavité. Quelqu'un marchait. Le sang de Manon se glaça. Elle attrapa la lanterne et la souffla, plongeant la chambre dans l'obscurité absolue. Les pas continuèrent, lents et délibérés, se déplaçant à l'intérieur de la cavité de l'arbre. Puis ils s'arrêtèrent, juste au-dessus de la trappe. Manon retint son souffle, plaqué contre le mur de terre, serrant le lingot d'or comme une arme. Le silence s'étira, incroyablement long. Puis, avec un craquement de vieux bois, la trappe commença à se fermer, poussée par celui qui était au-dessus. Manon allait être scellée dans le noir, piégée dans cette chambre avec une fortune en or et aucune issue. Manon n'a pas réfléchi. Elle s'était lancée en avant dans l'obscurité, gravissant en hâte les marches de pierre, le lingot d'or toujours serré dans une main. Son épaule a heurté la trappe juste au moment où elle allait se fermer complètement, l'arrêtant avec une secousse qui lui a envoyé une douleur fulgurante dans le bras. Elle a poussé de toutes ses forces, et la trappe s'est ouverte en grand. Elle a jailli de l'ouverture, prête à se battre, prête à crier, prête à faire tout ce qu'il fallait pour se protéger, elle est Chloé. Mais la cavité était vide. Le clair de lune filtrait à travers les interstices de l'écorce ancienne, n'illuminant que des murs calcinés et le sol en terre battue. Personne n'était là. Manon tourna sur elle-même, son cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Elle était seule, complètement seule. Mais quelqu'un avait été ici. Quelqu'un avait essayé de fermer cette trappe avec elle à l'intérieur. Où l'avait-il fait? Elle baissa les yeux vers la trappe, toujours maintenue ouverte par la tige de métal qu'elle avait laissée en place. Avait-elle simplement commencé à tomber toute seule, tirée par la gravité et de vieilles charnières? Dans sa panique, avait-elle imaginé les pas délibérés? Manon sortit de la cavité dans la clairière, scrutant la forêt sombre autour du gîte. Rien ne bougeait. Les seuls sons étaient le vent dans les hautes branches et l'appel lointain d'une chouette. Les fenêtres du gîte brillaient d'une douce lumière des bougies qu'elle avait laissées allumées. À travers une fenêtre, elle pouvait voir Chloé, toujours recroquevillée sur le lit, dormant paisiblement. Tout semblait exactement comme elle l'avait laissé. Mais les mains de Manon tremblaient toujours, et le lingot d'or lui semblait peser 50 kilos. Elle retourna dans la cavité, redescendit dans la chambre et récupéra la lanterne. Cette fois, elle laissa la trappe complètement ouverte, s'assurant une sortie claire. Avec des doigts tremblants, elle gratta une allumette et ralluma la lanterne. Les lingots d'or luisaient dans la lumière vacillante, rangée après rangée, plus de richesse que ce qui existe dans les rêves les plus fous de la plupart des gens. Manon se força à respirer lentement et à penser rationnellement. Elle devait comprendre exactement à quoi elle avait affaire avant de pouvoir décider quoi en faire. Elle commença à explorer la chambre plus en profondeur. Elle était à peu près circulaire, d'environ 10 mètres de diamètre, creusée dans la terre et renforcée par de vieilles poutres le long des murs et du plafond. Le sol était en terre battue, usé et lisse par endroits, comme si des gens avaient emprunté les mêmes chemins pendant des années. Les lingots d'or étaient empilés contre les murs en rangées organisées. Chaque pile était séparée par des planches de bois pour les empêcher de toucher la terre humide. Manon commença à compter. 12 lingots de haut, 15 de large, et le mur d'or s'enroulait sur environ un tiers de la circonférence de la chambre. Elle fit le calcul mentalement, son cerveau fatigué luttant avec les chiffres. Cela faisait 180 lingots dans chaque section de mur, et il y avait 3 de ces sections visibles d'où elle se tenait. 540 lingots au minimum, probablement plus qu'elle ne pouvait voir dans l'ombre. Chaque lingot pesait 1 kilogramme.
l'or valait que avait-elle vu aux informations une fois? Environ 60 000 € par kilogramme, peut-être plus maintenant. Elle sortit son téléphone, oubliant un instant qu'elle n'avait pas de réseau. Puis elle se souvint du vieil ordinateur portable qu'elle avait vu dans le gîte. Avait-il Internet grâce à l'installation solaire? Non. Elle ne pouvait pas risquer de chercher les prix de l'or en ligne. Si quelqu'un surveillait l'activité Internet, ce serait comme envoyer une fusée de détresse. Elle devait supposer que c'était une information dangereuse, le genre qui blesse les gens. Manon examina l'un des lingots de plus près, lisant les estampilles et les marques à la lumière de la lanterne. Crédit Suisse, Suisse, 999 or fin, des numéros de série gravés dans le métal. Ce n'étaient pas des lingots aléatoires. Ils étaient officiels, traçables, du genre stockés dans les coffres des banques, pas enterrés sous des arbres dans la forêt. Contre le mur du fond, elle trouva autre chose. Une malle en métal, vieille et rouillée, mais toujours scellée. Elle s'agenouilla à côté et actionna les loquets. Ils résistèrent, puis cédèrent avec un grincement de métal corrodé. À l'intérieur se trouvaient des papiers, des dizaines d'entre eux enveloppés dans de la toile cirée pour les protéger de l'humidité. Manon déplia soigneusement le premier paquet. C'étaient des documents, vieux et jaunis, mais lisibles. Des manifestes d'expédition de 1972, des connaissements de diverses banques suisses, des reçus de transfert, et une lettre manuscrite sur du papier épais adressée à un certain J. Dubois. Jean. C'étaient ses dossiers. Manon lut la lettre à la lumière de la lanterne, ses yeux s'écarquillant à chaque phrase. Jean, si tu lis ceci, c'est que les choses ont mal tourné. Je t'avais dit que cet or était maudit, qu'il provenait de l'argent du sang et n'apporterait que du sang en retour. Mais tu as insisté pour que nous puissions le garder en sécurité, le cacher là où personne ne penserait à chercher. Attendre que l'affaire se calme et ensuite vivre comme des rois. Eh bien, l'affaire ne se calme jamais. Pas pour ce genre d'argent. Ils viennent me chercher. Et ils viendront pour toi aussi. Débarrasse-t'en. Fais-le fondre. Enterre-le plus profondément. Jette-le dans l'océan. Je m'en fiche. Mais n'essaie pas de le dépenser. Chaque lingot est marqué, traçable. Dès qu'il refera surface, ils le sauront et ils tueront celui qui l'a. Je suis désolé de t'avoir entraîné là-dedans. Ton frère, Stéphane. La lettre était datée d'avril 1973, quelques mois seulement avant que Jean ne grave ses initiales dans la cavité de l'arbre. Gardien. Les mains de Manon tremblaient alors qu'elle repliait la lettre dans son emballage protecteur. Son frère, Stéphane Dubois. Elle n'avait jamais entendu ce nom non plus, mais apparemment il avait été impliqué dans quelque chose qui les avait mis en danger, lui et Jean. Quelque chose impliquant plus de 500 kilos d'or volé. Elle fouilla plus profondément dans la malle et trouva des coupures de journaux soigneusement conservées. Les titres lui glacèrent le sang. Braquage d'un fourgon blindé à Bordeaux, 20 millions de francs en lingots d'or dérobés. 1972. La police recherche les frères Dubois en lien avec le vol d'or. Stéphane Dubois retrouvé mort. Suicide apparent. Son frère Jean porté disparu. Manon se rassit sur ses talons, l'esprit en ébullition. Jean et Stéphane avaient volé cet or, ou avaient été impliqués dans le vol. Et Stéphane était mort, laissant Jean seul avec une fortune qu'il ne pouvait pas dépenser et un secret qu'il ne pouvait pas partager. Alors il l'avait caché ici, sous cet arbre ancien, et avait passé les 50 années suivantes de sa vie à le garder, probablement terrifié que ceux que Stéphane craignait finissent par le trouver. Mais il ne l'avait jamais fait. Ou s'il l'avait fait, il n'avait jamais trouvé l'or. Jean était mort de vieillesse il y a 6 mois, emportant le secret avec lui. Sauf qu'il avait laissé la propriété à Manon, sa petite nièce, une femme qu'il n'avait jamais rencontrée. Pourquoi? En guise de restitution? Comme un fardeau? Comme une dernière plaisanterie à un monde dont il s'était caché pendant un demi-siècle? Manon remonta les marches de pierre, les jambes faibles, l'esprit submergé. Elle referma soigneusement la trappe, la recouvrant de terre et de débris jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau invisible, puis sortit de la cavité dans l'air frais de la nuit. Elle se tint dans la clairière, levant les yeux vers les étoiles à travers les trouées de la canopée du chêne, essayant de comprendre ce qu'elle venait de découvrir. Elle avait hérité d'or volé. De l'or volé il y a 50 ans, probablement encore recherché par les compagnies d'assurance, par les propriétaires d'origine, peut-être même par les criminels qui avaient commis le braquage et n'avaient jamais récupéré leur butin.
De l'or qu'elle ne pouvait pas dépenser sans risquer d'être découverte. De l'or qui faisait d'elle une cible. La chose intelligente à faire serait de le signaler, d'appeler les autorités, d'expliquer ce qu'elle avait trouvé, de se laver les mains de toute cette histoire, de laisser les avocats et les compagnies d'assurance déterminer à qui appartenait quoi. De s'en aller sans histoire. Mais cela signifierait renoncer au seul vrai argent qu'elle ait jamais vu de sa vie. De l'argent qui pourrait payer les études de Chloé, leur donner une vraie maison, un vrai avenir. De l'argent qui signifierait que Chloé n'aurait jamais à travailler 3 emplois juste pour survivre, n'aurait jamais à choisir entre le loyer et les médicaments, n'aurait jamais à connaître la peur écrasante de la pauvreté qui avait défini toute la vie adulte de Manon. Manon repensa à 3 mois plus tôt, debout aux urgences à 2 heures du matin parce que Chloé avait une crise d'asthme. La peur dans les yeux de sa fille alors qu'elle luttait pour respirer. La panique dans la poitrine de Manon, non seulement à cause de la santé de Chloé, mais aussi à cause de la facture d'hôpital qu'elle savait à venir, la facture qu'elle n'avait aucun moyen de payer. L'humiliation d'expliquer au service de facturation qu'elle avait besoin d'un plan de paiement, d'entendre le jugement à peine dissimulé dans leur voix, de savoir qu'elle échouait en tant que mère parce qu'elle ne pouvait même pas se permettre de garder son enfant en sécurité. Elle pensa à l'appartement où elles avaient vécu, celui avec de la moisissure noire dans la salle de bain et des cafards, peu importe à quel point elle le gardait propre. Le propriétaire qui augmentait le loyer chaque année et ne réparait jamais rien. Les voisins qui se disputaient à travers les murs fins à toute heure, le parking où on l'avait suivi jusqu'à sa voiture 2 fois et où elle avait appris à porter ses clés comme une arme. Elle pensa à Chloé faisant ses devoirs sur les banquettes de la brasserie à 2 heures du matin parce que Manon ne pouvait pas se permettre une babysitter et ne pouvait pas la laisser seule à la maison. Aux fois où Chloé avait demandé des choses des cours de danse, un vélo, juste une nouvelle paire de chaussures qui ne venait pas d'une friperie et Manon avait dû dire non, encore et encore, jusqu'à ce que Chloé cesse de demander. C'était la vie à laquelle elle avait échappé. La vie dont elle ferait n'importe quoi pour empêcher Chloé d'y retourner. Et ici, enterrée sous un arbre ancien au milieu de nulle part, se trouvait le moyen de s'assurer qu'elle n'aurait jamais à y retourner. Mais à quel prix? Manon se dirigea vers le gîte et vérifia Chloé, qui dormait toujours profondément, son petit visage paisible à la lueur des bougies. Elle avait l'air si innocente, si confiante que sa mère la protégerait, que tout irait bien. Et Manon le ferait. Quoi qu'il en coûte. Elle ressortit et s'assit sur le porche affaissé du gîte, regardant l'imposant chêne se découper sur le ciel nocturne. Quelque part à l'intérieur de ce tronc ancien se trouvait assez d'or pour changer leur vie pour toujours. Mais c'était aussi la preuve d'un crime vieux de 50 ans, un secret qui avait déjà coûté la vie à un homme et en avait isolé un autre pendant des décennies. Qu'est-ce que Jean aurait voulu qu'elle fasse? Il lui avait laissé la propriété, sachant pertinemment ce qu'il y avait en dessous. Il aurait pu détruire l'or, le signaler, faire n'importe quoi d'autre que de transmettre ce fardeau à quelqu'un d'autre. Mais il avait choisi Manon, sa petite nièce inconnue. Était-ce une excuse, un test, un dernier pari désespéré? Que quelqu'un dans sa famille soit assez courageux ou assez désespéré pour faire ce qu'il n'avait jamais pu faire? Manon ne savait pas. Tout ce qu'elle savait, c'est que l'aube arrivait, et avec elle, des décisions qui ne pourraient être annulées. Elle pouvait signaler l'or et retourner à sa vie de pauvreté avec la conscience tranquille. Ou elle pouvait garder le secret et trouver un moyen de transformer lentement et prudemment cet or en un avenir pour Chloé. Le choix aurait dû être facile. Le choix moral était évident. Mais la moralité était un luxe que Manon n'avait jamais pu se permettre, et elle n'était pas sûre de pouvoir commencer maintenant. Ce qui se passera ensuite forcera Manon à faire un choix impossible, à révéler des secrets que certains tueraient pour protéger, et à tester jusqu'où une mère est prête à aller pour sauver son enfant. Le soleil se leva sur la forêt de chênes comme un rideau se levant sur une scène où Manon n'avait pas demandé à être. Elle était restée assise sur ce porche toute la nuit, regardant les étoiles s'estomper et l'obscurité se transformer lentement en nuances de gris, puis d'or. Elle n'avait pas dormi, ne pouvait pas dormir. Son esprit était trop rempli de lingots d'or, de dilemmes moraux et du poids d'un secret qui commençait déjà à l'écraser. Chloé sortit du gîte vers 7 heures, se frottant les yeux ensommeillés, ses cheveux en un enchevêtrement sauvage. « Maman, tu es restée dehors toute la nuit ?» Manon força un sourire. « Je regardais juste le lever du soleil, mon cœur. C'est magnifique ici, n'est-ce pas ?» Chloé hocha la tête, venant s'asseoir à côté d'elle sur le porche. Elle se pencha contre l'épaule de Manon, chaude, solide et réelle. « On va vraiment rester ? » « Je ne sais pas encore, » dit Manon honnêtement. « C'est compliqué. » « À cause de ce qu'il y a sous l'arbre ? »
Le cœur de Manon s'arrêta. Quoi? La pièce secrète, dit Chloé comme si c'était évident. Je t'ai vu y entrer la nuit dernière, par la fenêtre. Je n'arrivais pas à dormir non plus. Et je t'ai vu avec la lanterne, entrer dans l'arbre. Il y a vraiment une pièce là-dessous? Qu'est-ce qu'il y a dedans? L'esprit de Manon s'emballa. Combien devait-elle dire à sa fille? Combien une enfant de 9 ans pouvait-elle comprendre sur leur volée, les crimes vieux de 50 ans et les choix impossibles auxquels elles étaient maintenant confrontées? Il y a une chambre, dit Manon prudemment. Où le vieil homme qui vivait ici rangeait des choses. Des choses importantes. Comme un trésor? Les yeux de Chloé s'illuminèrent d'une excitation enfantine. Quelque chose comme ça, dit Manon. Mais Chloé, écoute-moi. C'est très important. Tu ne peux parler de cette pièce à personne. À personne. Pas aux enfants que tu rencontreras. Pas aux adultes. Personne. Peux-tu me le promettre? L'excitation s'estompa dans les yeux de Chloé, remplacée par la compréhension trop mûre d'une enfant qui avait grandi dans la pauvreté et savait que les secrets étaient parfois nécessaires à la survie. Je te le promets, maman. Je ne dirai rien. Manon la serra fort dans ses bras, respirant l'odeur des cheveux de sa fille. Shampoing bon marché, sommeil et innocence que Manon ferait n'importe quoi pour préserver. C'est bien, ma chérie. Maintenant, voyons si on peut faire fonctionner ce poêle et préparer le petit déjeuner. Elles passèrent la matinée à essayer de rendre le gîte plus vivable. Manon réussit à allumer le poêle à bois après avoir enlevé des années de débris accumulés, et elles firent chauffer de l'eau pour se laver. Les panneaux solaires fonctionnaient, fournissant assez d'énergie pour les lumières et le vieux réfrigérateur qui bourdonnait et cliquetait dans le coin. Elles trouvèrent des conserves dans le garde-manger qui n'étaient pas trop périmées et préparèrent un petit déjeuner d'œufs brouillés et de tartines. C'était presque paisible, presque normal, cette routine domestique dans leur nouvelle étrange maison. Mais Manon ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui se trouvait sous l'arbre, à la décision qu'elle n'avait pas prise, au temps qui s'écoulait à chaque heure qui passait. Vers midi, un véhicule remonta le chemin. Le cœur de Manon bondit dans sa gorge, et elle se positionna entre la porte et Chloé. Mais ce n'était que Pierre Morin, le vieil homme bourru de la veille, qui arrivait dans son camion cabossé. Il sortit lentement, utilisant son bâton de marche pour s'appuyer, et s'approcha du gîte avec le même regard évaluateur qu'il leur avait jeté auparavant. « Je suis venu voir si vous aviez passé la nuit, dit-il. Je vous ai entendu fureter après la tombée de la nuit. La forêt porte les sons bizarrement parfois. » Manon garda une expression neutre. « J'explorais juste la propriété. C'est la mienne, après tout. » « C'est bien vrai, » acquiesça Pierre. « Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? » « De la poussière et des souris, » dit Manon d'un ton sec. « Pourquoi? Que aurais-je dû trouver? » Pierre l'étudia un long moment, puis haussa les épaules. Jean était un homme secret. Les gens se sont toujours demandé ce qui le retenait ici toutes ces années. Si c'était juste l'arbre et la solitude, ou quelque chose de plus. Les gens disent beaucoup de choses, dit Manon. Ça ne les rend pas vrais pour autant. Non, convint Pierre. Mais parfois, si. Vous comptez rester longtemps? Je n'ai pas décidé. Pourquoi, vous essayez déjà de vous débarrasser de moi? Pierre sourit réellement à cela, un bref éclair de dents jaunes. Au contraire. Le village a besoin de sang neuf. L'endroit se meurt lentement depuis des années. L'industrie du bois s'est tarie, les jeunes sont partis. Maintenant, il ne reste que nous, les vieux, à attendre de disparaître. Mais je voulais vous prévenir à nouveau. Il y aura des gens qui viendront. J'ai déjà entendu des rumeurs à l'épicerie ce matin. L'héritière de Jean. Une femme de la ville avec une enfant, vivant toute seule dans ce gîte. Vous allez avoir des visiteurs, et tous ne seront pas aussi amicaux que moi. Je peux prendre soin de moi, dit Manon, bien que sa voix vacilla légèrement. Le pouvez-vous? Les yeux de Pierre étaient perçants. Savez-vous utiliser ce vieux fusil que Jean gardait au-dessus de la porte du gîte? Savez-vous lesquels de vos voisins vous pouvez faire confiance et lesquels vous vendrez pour 50 €? Savez-vous quoi faire si la compagnie forestière se présente avec un contrat et n'accepte pas un non comme réponse? Manon ne répondit pas, car la réponse à toutes ces questions était non. Elle était serveuse et employée de quincaillerie de la ville. Elle savait comment faire une vidange, servir à table et étirer 5 € pour un dîner pour deux.
Elle ne savait rien de la survie dans un endroit comme celui-ci, et encore moins de la protection d'une fortune en or volée. C'est bien ce que je pensais, dit Pierre, sans méchanceté. Écoutez, je ne sais pas ce que vous avez trouvé, si vous avez trouvé quelque chose. Mais j'ai connu Jean pendant 40 ans. Et je sais qu'il n'est pas resté ici pour rien. Quoi que ce soit, quelle que soit la raison que vous puissiez avoir de vouloir le garder, vous allez avoir besoin d'aide. D'amis. De gens en qui vous pouvez avoir confiance. Et vous proposez de l'être? Demanda Manon, sceptique. Je propose de vous apprendre à survivre ici, dit Pierre. Le reste dépend de vous. Mais réfléchissez-y. Vous êtes une femme de la ville, seule dans les bois, avec un secret que vous ne pouvez pas partager et une fille à protéger. La fierté est une belle chose, mais elle n'empêchera pas les mauvaises personnes de faire de mauvaises choses. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. Encore une chose. Un homme du nom de Nicolas Roux a posé des questions en ville sur cette propriété. Il travaille pour la compagnie forestière Moreau. Il essaie d'acheter ce terrain depuis 20 ans. Jean a toujours refusé, mais maintenant Jean est parti. Et Roux pense que vous serez peut-être plus raisonnable. Il se présentera probablement dans un jour ou deux avec une offre. Mon conseil, ne l'acceptez pas, peu importe à quel point elle semble bonne. Il y a une raison pour laquelle ils veulent ce terrain si désespérément. Et ce n'est pas seulement pour les arbres. Sur ce, Pierre remonta dans son camion et s'en alla, laissant Manon debout sur le porche avec plus de questions que de réponses et le sentiment croissant qu'elle était complètement dépassée. Cet après-midi-là, Manon prit une décision. Elle ne pouvait pas signaler l'or. Pas encore. Pas avant d'avoir compris exactement à quoi elle avait affaire et quelles étaient ses options. Elle avait besoin d'informations, besoin de connaître toute l'histoire de ce que Jean et Stéphane avaient fait, s'il y avait une prescription pour le vol, si l'or pouvait légalement lui appartenir par héritage, ou si elle serait arrêtée dès qu'elle essaierait de le réclamer. Mais elle ne pouvait pas non plus rester assise dessus pour toujours. Plus elle attendait, plus cela paraîtrait suspect si elle était finalement découverte. Et elle serait découverte. Des secrets comme celui-ci ne restent pas enterrés éternellement. Quelqu'un le découvrirait. Quelqu'un parlerait. Quelqu'un viendrait chercher. Elle avait besoin d'un plan. Et plus que cela, elle devait sécuriser l'or. S'assurer que si quelqu'un venait chercher, il ne trouverait rien. La chambre sous l'arbre était cachée, mais pas assez bien. Quiconque en connaissait l'existence ou cherchait assez longtemps finirait par découvrir la trappe. Manon attendit la nuit, que Chloé soit endormie, puis retourna dans la cavité avec des outils qu'elle avait trouvés dans le gîte, marteau, clous, planches. Elle descendit dans la chambre et commença à travailler. D'abord, elle compta 563 lingots d'or, pesant chacun 1 kilogramme. Aux taux actuels du marché, elle estima que chaque lingot valait entre 55 000 et 65 000 euros. Elle fit le calcul 3 fois pour être sûre. L'or valait entre 30 et 37 millions d'euros. Non, attendez. Elle avait vu un reportage une fois sur la flambée des prix de l'or. Elle réfléchit plus fort, essayant de se souvenir. 70 000 par kilo? 80 000? Elle ne pouvait pas être sûre sans Internet, mais même à 60 000 par lingot, elle regardait plus de 33 millions d'euros. L'énormité de la somme lui donnait le vertige. 33 millions d'euros cachés sous un arbre pendant 50 ans, lui appartenant maintenant, du moins légalement par héritage, mais volés, indéniablement, criminellement volés. Manon photographia plusieurs des lingots avec son téléphone, en prenant soin de capturer les numéros de série et les estampilles, des preuves au cas où elle en aurait besoin. Puis elle commença le processus de catalogage exact de ce qu'elle avait. Elle trouva des carnets dans le gîte et passa des heures à noter chaque numéro de série, à organiser les lingots par banque d'origine, créant un inventaire détaillé. Si elle devait prendre des décisions concernant cet or, elle devait savoir exactement à quoi elle avait affaire. Au moment où elle termina, l'aube se levait à nouveau. Elle remonta les marches, épuisée et affamée, et trouva Chloé réveillée et préparant le petit déjeuner sur le poêle à bois, des œufs brouillés avec des œufs qu'elles avaient achetés à l'épicerie du village la veille, et des tartines. « Tu es encore partie toute la nuit, » dit Chloé, pas tout à fait accusatrice, mais inquiète. « Je sais, mon cœur. Je suis désolée. J'essaie juste de régler certaines choses. » À propos du trésor? Manon s'assit à la table en bois brut, acceptant l'assiette que Chloé lui tendait. Oui, à propos du trésor.
On est riche maintenant? Demanda Chloé, s'asseyant en face d'elle, son jeune visage plein d'un espoir qui brisa le cœur de Manon. C'est compliqué, dit Manon. Les choses sous l'arbre, elles ne nous appartiennent pas vraiment. Pas d'une manière où on peut juste les prendre et les dépenser. Pourquoi pas? C'est sur notre propriété. Monsieur Jean nous l'a laissé. Parce que ça a été volé, dit Manon doucement. Il y a longtemps. Avant ta naissance, avant même la mienne. L'homme qui vivait ici, Jean, il l'a pris à des gens à qui ça appartenait. Et maintenant c'est ici et on l'a trouvé. Mais ça n'en fait pas le nôtre. Chloé digéra cela, son visage sérieux. Alors, on doit le rendre? Peut-être, dit Manon. Je ne sais pas encore. Les gens à qui ça a été volé, ils n'existent peut-être plus. Ça fait si longtemps. Mais si j'essaie de l'utiliser, de le vendre ou de le dépenser, on pourrait avoir des ennuis. De gros ennuis. Alors pourquoi on ne l'oublie pas, tout simplement? Demanda Chloé. On n'a pas besoin de trésors. On sait l'une l'autre. Manon sentit des larmes lui piquer les yeux. Quand sa fille était-elle devenue si sage? Tu as raison, mon cœur. On sait l'une l'autre. Mais ce trésor, il pourrait signifier que tu pourras aller à l'université un jour. Il pourrait signifier qu'on n'aura plus jamais à s'inquiéter du loyer, de la nourriture, ou que je travaille 3 emplois juste pour nous maintenir à flot. Il pourrait signifier un vrai avenir pour toi. Mais tu as dit qu'on aurait des ennuis. Si je ne suis pas prudente, oui. C'est pourquoi j'ai besoin de temps pour savoir quoi faire, comment le faire correctement. Ou si je dois le faire du tout. Manon tendit la main par-dessus la table et prit celle de Chloé. Mais quoi qu'il arrive, je veux que tu saches quelque chose. Chaque décision que je prends, tout ce que je fais, c'est pour toi. Pour te protéger et te donner la vie que tu mérites. Chloé serra sa main en retour. Je sais, maman. Je l'ai toujours su. Elles restèrent assises ensemble dans le gîte silencieux, la lumière du matin filtrant à travers les fenêtres poussiéreuses, une fortune en or volée enterrée sous leurs pieds, et aucune idée de comment avancer. Mais elles savaient l'une l'autre, et pour le moment, c'était suffisant. On frappa à la porte 2 jours plus tard, un coup sec et officiel contre la porte usée du gîte. Manon s'y attendait, le redoutait, s'y préparait. Elle ouvrit la porte et trouva un homme en costume coûteux debout sur son porche, semblant complètement déplacé parmi les arbres anciens et l'environnement rustique. Madame Duval, je m'appelle Nicolas Roux. Je représente la compagnie forestière Moreau. Avez-vous quelques minutes pour parler? Manon garda la main sur la porte, prête à la fermer. À propos de quoi? De cette propriété. D'une offre que je pense que vous trouverez très généreuse. Il sortit une mallette et l'ouvrit, en retirant des papiers. Nous essayons d'acquérir ce terrain depuis de nombreuses années. Votre grand-oncle a toujours été réticent à vendre, mais peut-être serez-vous plus ouverte à la discussion. Nous sommes prêts à vous offrir 200 000 € en espèces pour la propriété. C'est bien au-dessus de la valeur marchande pour des terres forestières avec ses restrictions. 200 000. Il y a une semaine à peine, cela aurait semblé être tout l'argent du monde. Maintenant, sachant ce qui était enterré sous l'arbre, cela semblait risible. Mais Manon ne pouvait pas le laisser paraître. Je ne suis pas intéressée par la vente, dit-elle. Je viens d'arriver. Je n'ai même pas encore décidé ce que je veux faire de la propriété. Le sourire de Nicolas se crispa. Je comprends que ce soit soudain, mais Madame Duval, laissez-moi être franc. Ce terrain est isolé, difficile d'accès, et a un usage très limité. Vous ne pouvez pas le développer. Vous ne pouvez pas l'exploiter commercialement. Ce sont essentiellement 19 hectares d'arbres sur lesquels vous devrez payer des impôts chaque année. 200 000 € vous permettraient de repartir à zéro ailleurs, dans un endroit avec de meilleures opportunités pour vous et votre fille. La mention de Chloé fit se hérisser les poils de Manon. Comment savez-vous que j'ai une fille? Petit village, dit Nicolas suavement. Les gens parlent. Je dis juste. Une jeune femme seule ici avec un enfant. Ce n'est pas sûr. Cette forêt n'est pas tendre avec les gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Les accidents arrivent. Il vaudrait mieux pour tout le monde que vous acceptiez notre offre et que vous déménagiez dans un endroit plus approprié. La menace était à peine voilée. Manon sentit sa colère monter, dépassant sa peur. Sortez de ma propriété.
Madame Duval, s'il vous plaît, soyez raisonnable. J'ai dit, sortez de ma propriété. Le terrain n'est pas à vendre. Ni à vous, ni à personne. Et si vous revenez ici sans invitation, j'appellerai les gendarmes. La façade de Nicolas se fissura, révélant quelque chose de plus dur et de plus dangereux en dessous. Vous faites une erreur. Les gens qui refusent les offres de la compagnie forestière Moreau ont tendance à le regretter. Demandez en ville. Demandez ce qui est arrivé à la dernière personne qui nous a refusé. Est-ce une menace? C'est un fait. C'est votre chance de partir avec de l'argent en poche et sans problème. Je vous suggère de la saisir. Il sortit une carte de visite de sa poche et la posa sur la rampe du Porsche. Quand vous changerez d'avis et vous le ferez, appelez-moi. L'offre ne durera pas éternellement. Il retourna à son SUV noir et s'en alla, soulevant de la poussière et du gravier. Manon resta sur le Porsche, tremblant de colère et de peur, fixant la carte de visite comme si c'était un serpent. Nicolas Roux savait quelque chose. Peut-être pas spécifiquement à propos de l'or, mais il savait qu'il y avait une raison pour laquelle la compagnie forestière Moreau voulait ce terrain si désespérément, et il était prêt à la menacer pour l'obtenir. Elle était en danger, un danger réel, et elle n'avait aucune idée de qui elle pouvait faire confiance ou de quoi faire ensuite. Tout ce qu'elle savait, c'est que le secret sous l'arbre avait déjà commencé à détruire sa vie, tout comme il avait détruit celle de Jean, tout comme il avait détruit celle de Stéphane. L'or était maudit. Stéphane l'avait dit dans sa lettre. Et Manon commençait à le croire. Cette nuit-là, Manon ne pouvait se défaire du sentiment d'être observée. Elle avait vérifié toutes les fenêtres 3 fois, verrouillé la porte du gîte avec le loquet rouillé, et même traîné la lourde table en bois contre elle pour plus de sécurité. Chloé sentit la peur de sa mère et resta près d'elle, recroquevillée sur le lit avec un livre qu'elle ne lisait pas vraiment. Vers minuit, Manon l'entendit. Le craquement doux des pas sur le sol de la forêt, se déplaçant lentement autour du périmètre de la clairière. Elle attrapa le vieux fusil au-dessus de la porte, ses mains tremblant si fort qu'elle faillit le laisser tomber. Elle n'avait jamais tiré avec une arme de sa vie. N'était même pas sûre que celui-ci fonctionnait. Mais elle le tenait quand même, le pointant vers la porte tandis que son cœur martelait contre ses côtes. Les pas firent le tour du gîte une fois, 2 fois, puis se dirigèrent vers le chêne massif. Manon regarda à travers une fente de la fenêtre, essayant de voir qui était là, mais le clair de lune était trop faible et les ombres trop épaisses. Elle pouvait distinguer une silhouette, peut-être 2, se déplaçant près du tronc creux. Ils restèrent là pendant plusieurs minutes, et elle entendit le grattement du métal sur le bois, comme s'ils essayaient d'ouvrir quelque chose. La trappe. Ils cherchaient la trappe. Le souffle de Manon se fit court. Devait-elle sortir, les affronter, tirer un coup de semonce? Mais si elle quittait le gîte, Chloé serait seule, vulnérable. Et si ces gens étaient prêts à s'introduire et à fouiller la propriété au milieu de la nuit, ils n'allaient pas être effrayés par une femme qui n'avait jamais tiré avec une arme. Après ce qui sembla des heures, mais qui n'était probablement que 20 minutes, les pas se retirèrent. Manon entendit un véhicule démarrer quelque part sur le chemin, au-delà de sa vue. Et puis le silence revint dans la forêt, mais c'était un silence différent maintenant, menaçant et oppressant. Elle ne dormit pas le reste de la nuit. Chloé non plus. Au matin, Manon avait pris une décision. Elle avait besoin d'aide, d'une vraie aide, de quelqu'un qui comprenait ce qui se passait et qui saurait peut-être comment les protéger. Pierre avait offert, mais elle le connaissait à peine. Pouvait-elle lui faire confiance? Pouvait-elle faire confiance à quelqu'un? Elle mit Chloé dans la voiture et se rendit à Clerval, le petit village à environ 25 km de la propriété. C'était à peine un village, juste une rue principale avec une épicerie, une station-service, une brasserie et une poignée de maisons éparpillées parmi les arbres. La petite bibliothèque municipale de Clerval était un minuscule bâtiment à côté de l'ancienne caserne des pompiers, à peine plus grand que le gîte où elle vivait. À l'intérieur, la bibliothèque sentait le vieux papier et le cèdre. Des étagères garnissaient chaque mur, remplis de livres qui semblaient être là depuis des décennies. Derrière le bureau était assise une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés tirés en une tresse et des lunettes de lecture perchées sur son nez. Elle leva les yeux lorsque Manon entra, son expression curieuse mais bienveillante. « Je peux vous aider » demanda-t-elle. « Je l'espère, » dit Manon. « Je cherche des informations sur l'histoire de cette région, en particulier sur une propriété en bordure du village, le domaine du Bois. »
L'expression de la femme changea, quelque chose vacilla derrière ses yeux. De la reconnaissance, peut-être de l'inquiétude. Vous devez être l'héritière de Jean. J'ai entendu dire que quelqu'un avait hérité de l'endroit. Je suis Monique Bernard, bibliothécaire du village et historienne amateur. Je recherche l'histoire locale depuis 40 ans. Manon Duval, dit Manon en lui tendant la main. Et oui, j'ai hérité de la propriété. J'essaie d'en comprendre plus à son sujet, sur Jean, sur la raison pour laquelle les gens semblent si intéressés par ce terrain. Monique jeta un coup d'œil autour de la bibliothèque vide, puis fit un geste vers une arrière-salle. Venez avec moi. Ce que vous demandez, ce ne sont pas exactement des informations que je garde sur les étagères publiques. Manon la suivit dans un petit bureau rempli de classeurs et de boîtes de papier. Monique ferma la porte et sortit un épais dossier d'un tiroir verrouillé. Que savez-vous de votre grand-oncle? Presque rien, admit Manon. J'ai seulement découvert son existence il y a quelques semaines. Mais je sais qu'il a été impliqué dans quelque chose au début des années 70. Quelque chose à voir avec de l'or. Les sourcils de Monique se haussèrent. Alors, vous l'avez trouvé? La chambre sous l'arbre. Le sang de Manon se glaça. Vous êtes au courant? Je suis au courant depuis 30 ans, dit Monique doucement. Bien que je ne l'ai jamais vu moi-même. Jean ne laissait personne s'approcher de cet arbre. Mais lui et moi, nous avions un accord. Il avait besoin que quelqu'un connaisse la vérité au cas où quelque chose lui arriverait. Alors il m'a raconté l'histoire, toute l'histoire. Elle ouvrit le dossier et étala de vieilles coupures de journaux, des photographies, des documents. En 1972, il y a eu un énorme braquage d'or à Bordeaux. 20 millions de francs d'or en lingots volés d'un fourgon blindé. Les voleurs n'ont jamais été attrapés. L'or jamais retrouvé. La police soupçonnait 2 frères, Stéphane et Jean Dubois, mais ils n'ont jamais pu le prouver. Stéphane est mort quelques mois plus tard, officiellement un suicide. Jean a disparu. Il est venu ici, dit Manon. Il est rentré chez lui, corrigea Monique. Ce terrain appartenait à la famille Dubois depuis des générations. L'arrière-grand-père de Jean l'a acheté en 1889, à l'apogée du boom de l'exploitation forestière. Mais le vieil homme ne l'a jamais exploité. Il l'a protégé, et chaque génération suivante a fait de même. Certains disaient qu'il y avait de l'or sur la propriété, peut-être de l'époque de la ruée vers l'or, mais ce n'était qu'une rumeur. Jusqu'à ce que Jean apporte un autre type d'or. Monique sortit une vieille photographie. Elle montrait un Jean beaucoup plus jeune, debout à côté du chêne creux, le visage dur et hanté. Il m'a dit qu'il le regrettait chaque jour. Il a dit que son frère l'avait convaincu qu'il pouvait réussir le braquage, cacher l'or, attendre que l'affaire se calme, puis vivre comme des rois. Mais Stéphane est devenu paranoïaque, pensant que les autres personnes impliquées dans le braquage prévoyaient de le tuer et de prendre sa part. Alors il s'est suicidé avant qu'il ne le puisse. Et Jean s'est retrouvé seul avec l'or et la culpabilité. Pourquoi ne l'a-t-il pas rendu? Demanda Manon. Pourquoi le cacher pendant 50 ans? Parce qu'il était terrifié, dit Monique. Pas de la police, mais des gens dont Stéphane avait peur. Le braquage n'était pas un simple vol. C'était organisé, professionnel, impliquant des gens avec des relations. Stéphane avait prévenu Jean que s'il leur refaisait surface, il le saurait et il viendrait. Alors Jean l'a enterré sous cet arbre et ne l'a plus jamais touché. Il a passé le reste de sa vie à garder une fortune qu'il ne pouvait pas dépenser. Manon s'effondra sur une chaise, ses jambes soudainement faibles. Et maintenant, c'est à moi. Maintenant, c'est à vous, acquiesça Monique. Et la question est, qu'allez-vous en faire? Je ne sais pas, murmura Manon. Je devrais le signaler, n'est-ce pas? Le remettre aux autorités. Monique resta silencieuse un moment, puis dit prudemment, c'est certainement le choix légal. Mais vous devez savoir que dès que vous le signalerez, votre vie sera terminée. Pas littéralement peut-être, mais tout changera. Le fisc viendra, les compagnies d'assurance, les avocats. Ils bloqueront cet or au tribunal pendant des années, peut-être des décennies. Vous n'en verrez pas un centime. Et les gens qui se souviennent encore de ce braquage, ceux qui n'ont jamais cessé de chercher, ils sauront exactement où se trouve l'or et qui l'a trouvé. Vous ne serez plus jamais en sécurité. Je ne suis pas en sécurité maintenant, dit Manon. Des gens étaient sur ma propriété la nuit dernière.
La compagnie forestière Moreau m'a offert 200 000 € pour partir. Quelqu'un regarde déjà. Monique hocha lentement la tête. La compagnie forestière Moreau veut ce terrain depuis les années 80. Pas pour les arbres, bien qu'ils adoraient l'exploiter. Ils le veulent à cause d'une vieille légende. Avant l'époque de Jean, dans les années 1890, il y avait un baron voleur nommé Corneille Moreau qui possédait la plupart des droits d'exploitation forestière dans cette région. Il était corrompu, impitoyable, a fait sa fortune en exploitant les travailleurs et en détruisant les forêts. Mais à sa mort en 1903, toute sa fortune personnelle a disparu. Des millions de francs en or et en espèces, tout simplement volatilisés. Certains disaient que ses ouvriers l'avaient volé, l'avaient tué et avaient pris son argent. D'autres disaient qu'il l'avait enterré quelque part sur ses terres avant de mourir, paranoïaque à l'égard des banques et inquiet de ses ennemis. Le domaine du bois, souffla Manon, faisait partie de l'empire forestier original de Moreau. C'est exact, confirma Monique. L'arrière-grand-père de Jean l'a acheté aux enchères après la mort de Moreau. Si Moreau a vraiment enterré un trésor sur ce terrain, il y est depuis plus de 120 ans. La compagnie forestière Moreau, fondée par le petit-fils de Corneille, essaie de racheter cette propriété depuis lors, convaincu que la fortune du vieil homme est toujours enterrée quelque part dans ces 19 hectares. L'esprit de Manon s'emballa. Alors, il pourrait y avoir deux trésors distincts. L'or que Jean a volé est quelque chose que Moreau a enterré. Ou, dit Monique prudemment, quelqu'un pourrait penser qu'il n'y en a qu'un, et que l'or de Jean est en fait l'or de Moreau. Que le braquage n'était qu'une couverture et que le vrai trésor a toujours été là. C'est insensé, dit Manon. L'est-ce vraiment? Pensez-y. J'en vole 20 millions de francs d'or en 1972. Mais vous avez compté ce qu'il y a sous cet arbre. Combien y a-t-il? Manon hésita, puis dit doucement, 563 kg. Au prix actuel, peut-être 35 à 40 millions d'euros. L'expression de Monique ne changea pas. Presque le double de ce qui a été volé lors du braquage. Donc, soit l'or s'est apprécié bien plus que prévu, soit il y a plus d'or là-dessous que ce que Jean y a mis. Et si c'est vrai, alors peut-être que le trésor de Moreau est réel, et que Jean l'a trouvé en cachant son propre or. Peut-être que c'est pour ça qu'il n'est jamais parti. Pourquoi il a gardé cet arbre si férocement? Il ne protégeait pas seulement ce qu'il avait volé. Il protégeait ce qu'il avait trouvé. Les implications donnèrent le vertige à Manon. Si Monique avait raison, alors l'or sous l'arbre n'était pas seulement des biens volés d'un braquage vieux de 50 ans. C'était potentiellement une fortune vieille de 120 ans qui n'avait jamais été réclamée, jamais été signalée, jamais été liée à un crime dont la prescription n'était pas passée depuis longtemps. Mais ce n'est qu'une théorie, dit Manon. On ne peut pas le prouver. Non, convint Monique. Mais c'est une théorie qui pourrait vous garder en vie, vous et votre fille. Si la compagnie forestière Moreau croit que vous avez l'or de leurs ancêtres, ils ne s'arrêteront pas avant de l'avoir. Mais si vous pouvez prouver que l'or est là depuis plus longtemps que le braquage de Jean, qu'il est légalement à vous par héritage et découverte sur votre propre propriété, alors vous pourriez avoir une revendication. Une vraie revendication. Comment puis-je prouver ça? Demanda Manon désespérément. Monique se leva et sortit un autre dossier de son classeur. En trouvant des preuves que Corneille Moreau a enterré de l'or sur cette propriété avant de mourir. Et je pense savoir par où commencer à chercher. Mais Manon, vous devez comprendre quelque chose. Dès que vous emprunterez cette voie, vous ne vous battrez pas seulement contre la compagnie forestière Moreau. Vous vous battrez contre l'histoire, des familles puissantes, des gens qui ont passé des générations à chercher ce trésor. Vous vous mettrez une cible dans le dos que vous ne pourrez jamais enlever. Il y a déjà une cible sur mon dos, dit Manon, sa voix se durcissant. Ils sont venus sur ma propriété au milieu de la nuit. Ils m'ont menacé. Ils connaissent ma fille. Je n'ai plus le luxe de m'en aller. Je dois me battre. Et je dois gagner. Pour Chloé. Pour nous. Monique l'étudia un long moment, puis hocha la tête avec quelque chose qui ressemblait à du respect dans les yeux. Alors, nous ferions mieux de nous mettre au travail. Parce que si la compagnie forestière Moreau fait déjà des mouvements, nous n'avons pas beaucoup de temps. Au cours des 3 jours suivants, Manon dormit à peine. Elle partageait son temps entre la protection de Chloé, les recherches avec Monique à la bibliothèque, et la tentative de sécuriser la propriété contre des intrusions de plus en plus audacieuses. 2 fois de plus, elle entendit des véhicules sur le chemin la nuit. Une fois,
Elle trouva des traces de pneus fraîches près du chêne creux. Quelqu'un observait, sondait, cherchait des faiblesses. Pierre Morin apparut le 3e jour, son camion grondant dans la clairière vers midi. Il sortit lentement, le visage grave. « J'ai entendu dire qu'il y avait eu des problèmes ici. »« Comment l'avez-vous entendu ?» demanda Manon, la suspicion s'enflammant. « Parce que j'ai observé, moi aussi, » dit Pierre sans détour. « Pas pour vous faire du mal, mais pour m'assurer que vous êtes en sécurité. Je vous ai dit que j'étais l'ami de Jean. Je sais ce qu'il protégeait. Ou du moins, j'avais mes soupçons. Et je sais que maintenant, c'est vous qui le protégez. La question est, le faites-vous correctement ? » Manon prit une décision en une fraction de seconde. Elle avait besoin d'alliés, de vrais, des gens qui connaissaient cette terre et ses gens. « Entrez, dit-elle. » Dans le gîte, Chloé ayant été envoyée jouer dehors à portée de vue des fenêtres, Manon raconta tout à Pierre, l'or, le braquage, la théorie de Monique sur le trésor enterré de Moreau, les visiteurs nocturnes et les menaces de la compagnie forestière Moreau. Elle observa attentivement son visage, cherchant le moindre signe de cupidité ou de trahison, mais ne vit qu'une compréhension sombre. « Je me demandais, » dit Pierre quand elle eut fini. « J'en n'en parlais jamais, mais il avait parfois ce regard, comme s'il portait le poids du monde. Et il patrouillait cet arbre chaque nuit sans faute, qu'il pleuve ou qu'il vente, pendant 50 ans. Ce n'est pas le comportement d'un homme qui protège des droits forestiers. Voulez-vous m'aider ? Demanda Manon. Je ne peux pas faire ça seul. Je ne sais pas comment. Pierre resta silencieux un long moment, puis hocha la tête. Je vais aider. Mais pas parce que je veux une part de cet or. Je n'en veux pas. J'ai 83 ans. J'ai assez d'argent pour tenir jusqu'à ma mort, ce qui ne devrait plus tarder. Je vais aider parce que Jean était mon ami. Et parce qu'une femme et un enfant ne devraient pas être menacés par des hommes qui pensent que l'argent leur donne le droit de prendre ce qu'ils veulent. Un soulagement inonda Manon. Merci. Ne me remerciez pas encore, dit Pierre. Parce que ce qui vient ensuite sera la chose la plus difficile que vous ayez jamais faite. Nous allons devoir leur faire croire qu'il n'y a rien sur cette propriété qui vaille la peine d'être pris. Nous allons devoir cacher cet or si bien que même s'ils saccagent cet endroit, ils ne le trouveront jamais. Et ensuite, nous devrons les faire patienter jusqu'à ce que nous puissions trouver comment le réclamer légitimement. Comment ? Demanda Manon. L'expression de Pierre était dure. En étant plus malin et plus dur qu'eux. En vous transformant d'une victime en quelqu'un qu'ils ont peur de contrarier. En vous apprenant à survivre ici. Comment protéger ce qui est à vous ? Comment devenir la gardienne que Jean était ? Vous pensez pouvoir faire ça ? Manon pensa à Chloé. À la vie qu'elles avaient laissée derrière elles. À l'avenir que cet or pourrait acheter. Elle pensa à Jean, seul pendant 50 ans, portant sa culpabilité et son secret. Elle pensa à sa propre mère, morte épuisée et pauvre, s'échinant au travail pour une fille qui avait fini pauvre quand même. Assez. Fini de fuir. Fini d'avoir peur. Fini de laisser les autres décider de son destin. Oui, dit Manon, sa voix stable et forte pour la première fois depuis des années. Apprenez-moi. Ainsi commença la transformation de Manon. Pierre venait chaque jour, lui apprenant à tirer avec le fusil, à se déplacer silencieusement dans la forêt, à lire les pistes et les signes d'intrusion. Monique apportait des documents et des cartes, aidant Manon à monter un dossier sur les origines de l'or qui pourrait tenir devant un tribunal. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour déplacer l'or de la chambre sous l'arbre vers une nouvelle cachette. Un endroit où personne ne penserait à chercher. Il fallut 2 semaines de travail harassant, déplaçant les lingots par petites quantités tard dans la nuit, les réenterrant dans une 12aine d'endroits différents sur les 19 hectares, créant une carte au trésor que seule Manon savait lire. Ils laissèrent quelques lingots dans la chambre d'origine, juste assez pour que si quelqu'un la trouvait, il penserait que c'était tout ce qu'il y avait. Et puis ils attendirent. Manon cessa de ressembler à une victime. Elle parcourait la propriété avec confiance maintenant, le fusil en bandoulière, rencontrant les yeux de quiconque remontait le chemin avec une évaluation froide au lieu de la peur. La rumeur se répandit à Clerval que l'héritière de Jean ne partait nulle part, ne vendait pas, n'avait pas peur. La compagnie forestière Moreau fit 2 autres offres, chacune plus élevée que la précédente, chacune refusée sans négociation. Et pendant tout ce temps, Manon protégeait Chloé, la gardait près d'elle,
lui apprenait à être courageuse sans lui apprendre à être imprudente. Sa fille la regardait se transformer, apprenait que les mères pouvaient être des guerrières quand il le fallait, que protéger sa famille signifiait parfois tenir bon contre des obstacles impossibles. Manon Duval n'était plus une mère célibataire en difficulté, survivant à peine. Elle devenait tout autre chose, quelque chose de plus fort, quelque chose de dangereux pour quiconque menaçait ce qui lui appartenait. La gardienne du chêne millénaire creux et de tous ses secrets. Et que Dieu vienne en aide à quiconque essaierait de le lui prendre. La confrontation eut lieu un matin froid d'octobre, 6 semaines après que Manon eut découvert l'or. Elle fendait du bois de chauffage derrière le gîte quand elle entendit les véhicules. Pas un ou deux, mais au moins 5, remontant le chemin en convoi. Sa main se porta instinctivement au fusil appuyé contre le mur du gîte, et elle cria à Chloé de rentrer immédiatement. À travers les arbres, elle les vit approcher, des SUV noirs et un camion de la compagnie forestière Moreau, se garant en demi-cercle, bloquant toute issue. Au moins une douzaine d'hommes en sortirent, menés par Nicolas Roux, son costume coûteux remplacé par des vêtements de travail, sa façade amicale complètement disparue. « Madame Duval », lança-t-il, sa voix résonnant dans la clairière. « Nous devons parler. » Tout de suite. Manon tint bon, le fusil à la main, mais pas levé. « Pas encore. Vous êtes sur une propriété privée. Je vous ai dit que ce terrain n'est pas à vendre. » On a fini de jouer, dit Nicolas en s'approchant, flanqué de 4 hommes. Nous savons ce qu'il y a sous cet arbre. Nous savons pour l'or. Et nous savons qu'il ne vous appartient pas. Le cœur de Manon battait la chamade, mais sa voix resta stable. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Nicolas rit, un rire froid et sans humour. Vraiment? Vous allez rester là et mentir? Nous surveillons cette propriété depuis des semaines. Nous vous avons vu, vous et ce vieil homme, déplacer des choses la nuit. Nous savons que vous avez trouvé la cachette de Jean. Cet or appartient à la compagnie forestière Moreau. Il a été volé à notre fondateur il y a plus de 100 ans, et nous allons le reprendre. Vous pouvez faire ça à la manière douce ou à la manière forte. Mais dans tous les cas, nous repartirons d'ici avec ce qui nous appartient. Vous n'avez aucune preuve de l'existence de cet or, dit Manon. Et même s'il y avait de l'or sur cette propriété, il m'appartiendrait par héritage légal. Vous n'avez aucune revendication. Nous avons toutes les revendications. Claqua Nicolas. Il sortit un dossier et le jeta par terre entre eux. Ce sont des documents prouvant que Corneille Moreau a enterré sa fortune personnelle quelque part sur ces hectares avant de mourir. Cela en fait la propriété de Moreau, pas la propriété de Dubois. Le terrain est peut-être à vous, mais tout ce qui a été enterré avant que votre famille ne l'achète nous appartient. Alors, voici ce qui va se passer. Vous allez nous dire où se trouve l'or, tout l'or, et nous le prendrons. En échange, nous ne porterons pas plainte pour recel de biens volés. Vous gardez votre terrain et vous vous en sortez sans histoire. Et si je refuse? Demanda Manon, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Le sourire de Nicolas était prédateur. Alors nous prenons l'or quand même. Et vous et votre fille avez un accident très malheureux. Des propriétés isolées comme celle-ci, des choses terribles peuvent arriver. Des incendies, des animaux sauvages, des gens qui disparaissent simplement dans la forêt. Des tragédies, vraiment, mais inévitables. La menace contre Chloé fit sauter quelque chose en Manon. La peur qui avait été sa compagne constante pendant des semaines se transforma en une rage blanche et brûlante. Elle leva le fusil, le pointant directement sur la poitrine de Nicolas. Sortez de ma propriété. Maintenant. Les hommes derrière Nicolas portèrent la main à leurs propres armes, mais une voix retentit depuis la lisière de la forêt, vieille mais autoritaire. Je ne ferais pas ça si j'étais vous. Pierre Morin sortit de la forêt, fusil à la main, positionné sur un terrain plus élevé avec une vue dégagée sur tout le groupe. Et il n'était pas seul. Monique sortit de derrière un autre arbre, tenant ce qui ressemblait à un vieux fusil de chasse avec une compétence surprenante. Puis d'autres arrivèrent, Jacques Lambert de l'épicerie, l'adjoint au maire que Manon avait rencontré en ville, même le jeune Lucas Garnier qui travaillait à la station-service. Cet habitant, tous armés, tous positionnés stratégiquement autour de la clairière. C'est une propriété privée, dit calmement Pierre. Et vous menacez une femme et un enfant. C'est quelque chose que nous ne tolérons pas à Clerval. Alors, vous avez environ 10 secondes pour remonter dans ces véhicules et partir. Ou nous commencerons à vous traiter comme les criminels que vous êtes.
Le visage de Nicolas rougit de colère et de quelque chose qui ressemblait à une peur réelle. Vous faites une énorme erreur, vieil homme. La compagnie forestière Moreau a des avocats qui vous détruiront tous un par un. Probablement, acquiesça Pierre. Mais ça prendra des années, et vous serez mort dans environ 5 secondes si vous ne commencez pas à marcher. C'est votre choix. L'impasse dura une éternité. Manon pouvait voir Nicolas calculer, peser ses options, regardant les habitants armés avec une incertitude croissante. Finalement, il recula. Ce n'est pas fini. Loin de là. Nous reviendrons avec les autorités, avec des ordonnances du tribunal, avec tout ce dont nous avons besoin pour prendre ce qui nous appartient. On a hâte, lança gentiment Monique. Je suis sûr que les journaux seront très intéressés par la façon dont la compagnie forestière Moreau envoie des hommes armés menacer des mères célibataires. Excellente publicité pour votre entreprise. Nicolas et ses hommes se retirèrent vers leur véhicule. Le convoi s'éloigna, soulevant poussière et fureur, mais ils partirent. Les jambes de Manon faillirent la lâcher de soulagement. Elle abaissa le fusil avec des mains tremblantes. Merci, murmura-t-elle à Pierre et aux autres. Je ne sais pas comment vous avez su venir, mais merci. Monique nous a appelés hier soir, dit Jacques en baissant son arme. Elle a dit qu'il pourrait y avoir des problèmes ce matin. On observait depuis la lisière de la forêt depuis l'aube. Monique s'approcha, son expression sérieuse. Ils reviendront, Manon. Avec des avocats, des juges et des papiers légaux. Nous vous avons fait gagner du temps, mais le vrai combat ne fait que commencer. Êtes-vous prête pour ça? Manon regarda le gîte où Chloé observait par la fenêtre. Le visage de sa fille pressé contre la vitre, les yeux écarquillés de peur, et autre chose, de la fierté pour le courage de sa mère. Je suis prête, dit Manon. Dites-moi ce que nous devons faire. La bataille juridique qui s'ensuivit fut brutale et complexe. La compagnie forestière Moreau intenta un procès, revendiquant la propriété de tout trésor trouvé sur la propriété, arguant qu'il était antérieur à l'achat de la famille Dubois. Ils firent venir des historiens, des documents et des témoins experts pour étayer leur dossier. L'histoire fit la une des journaux, et soudain Manon Duval n'était plus anonyme. Elle était la femme au centre d'une bataille juridique pour des millions d'euros en or, possiblement liée à un braquage vieux de 50 ans et à un mystère centenaire. Mais Monique s'était préparée. Elle avait trouvé des preuves que le prétendu trésor enterré de Corneille Moreau n'était qu'un mythe familial, qu'il était en fait mort en faillite et endetté, sa fortune dépensée bien avant sa mort. Elle avait trouvé les documents d'achat originaux montrant que la famille Dubois avait acheté le terrain lors d'une vente légitime, avec tous les droits miniers et de trésors inclus. Et plus important encore, elle avait trouvé les journaux de Jean. Manon les avait découverts dans une boîte verrouillée dans le gîte, cachée sous des lattes de plancher qu'elle avait soulevées lors de ses efforts de fortification. À l'intérieur se trouvaient des décennies d'entrées, méticuleusement datées, racontant la vie de Jean en isolement. Et dans ces pages se trouvait sa confession. Comment lui et Stéphane avaient volé l'or, comment Stéphane était mort, comment Jean l'avait caché sous l'arbre. Mais aussi comment, des années plus tard, en agrandissant la chambre, Jean avait découvert autre chose. Des lingots d'or plus anciens, non marqués et corrodés, enterrés plus profondément dans la terre. L'or de Moreau. Il avait été là depuis le début. Jean avait écrit sur sa prise de conscience, son choc de trouver un trésor sous un trésor. Il avait documenté les numéros de série de l'or volé par rapport aux lingots non marqués. Il avait tenu des registres méticuleux, séparant ce qu'il avait apporté à la propriété de ce qui s'y trouvait déjà. Et dans ses dernières entrées, écrites quelques mois seulement avant sa mort, il avait pris une décision. « Je ne peux pas rendre ce que Stéphane et moi avons volé », avait-il écrit. La honte est trop grande, la peur trop profonde. Mais je peux le transmettre à quelqu'un qui pourrait être assez courageux pour arranger les choses. Ma petite nièce Manon. Je l'ai observée de loin ces dernières années, j'ai lu ses difficultés dans les lettres que ma sœur envoyait avant de mourir. Elle est forte. Elle est honnête. C'est une battante. Si quelqu'un mérite une seconde chance, c'est bien elle. Et si quelqu'un peut supporter le fardeau de ce secret, le transformer en quelque chose de bien au lieu de le laisser pourrir sous un arbre, c'est elle. Alors je lui laisse tout. La terre, l'arbre, l'or, tant le voler que le trouver. Qu'elle décide de ce qui est juste. Qu'elle construise l'avenir que je n'ai jamais pu avoir. Manon lut ces mots au tribunal pendant le procès. Sa voix tremblante mais claire. Elle expliqua comment elle avait trouvé l'or,
comment elle avait lutté avec ce qu'il fallait faire, comment elle avait finalement découvert la vérité sur les 2 trésors. Elle présenta les journaux de Jean, les numéros de série qui prouvaient quels lingots provenaient du braquage de 1972 et lesquels le précédaient de plusieurs décennies. Elle montra au tribunal les reçus et la documentation prouvant que la compagnie d'assurance du braquage original avait été entièrement indemnisée en 1974, ce qui signifiait qu'elle n'avait plus de droit sur leur volet. La banque qui avait été volée avait déjà récupéré sa perte grâce à l'assurance. Le principe juridique était complexe, mais l'argument était solide. L'or non marqué trouvé sous la propriété était légitimement sien par héritage et découverte sur un terrain que sa famille possédait légalement. L'or marqué du braquage était plus compliqué, mais les propriétaires d'origine ayant déjà été indemnisés et 50 ans s'étant écoulés, son avocat a fait valoir qu'il lui appartenait également par héritage, faute de réclamation valide adverse. Le dossier de la compagnie forestière Moreau s'effondra. Il ne pouvait pas prouver que Corneille Moreau avait jamais enterré de l'or sur la propriété. Il ne pouvait établir aucune revendication légale sur un trésor trouvé sur un terrain qu'il ne possédait pas. Et il ne pouvait pas surmonter le cauchemar de relations publiques d'une énorme société essayant de voler l'héritage d'une mère célibataire en difficulté. Le jugement du juge tomba un matin gris de décembre, 3 mois après la confrontation dans la clairière. Manon était assise dans la salle d'audience, Chloé à ses côtés, Pierre et Monique derrière eux, et écoutait le juge parler. Après examen de toutes les preuves et témoignages, dit le juge, sa voix formelle et mesurée, ce tribunal conclut que la propriété connue sous le nom de domaine du Bois et tous les trésors qui s'y trouvent appartiennent à Madame Manon Duval par héritage légitime. La réclamation de la compagnie forestière Moreau est rejetée. Cependant, en ce qui concerne les lingots d'or identifiés comme des biens volés lors du braquage du fourgon blindé de 1972, ce tribunal reconnaît la complexité de la situation. Bien que les propriétaires d'origine aient été indemnisés par l'assurance et qu'aucune charge pénale ne puisse être retenue contre Madame Duval, qui n'était pas impliquée dans le vol, ce tribunal recommande vivement que Madame Duval travaille avec les autorités compétentes pour assurer un traitement éthique de ses actifs. Le marteau tomba. Manon avait gagné. La salle d'audience éclata. Les avocats de la compagnie forestière Moreau commencèrent immédiatement à parler d'appel, mais Manon les entendit à peine. Elle serra Chloé dans ses bras, des larmes coulant sur son visage alors que Pierre et Monique les étreignaient toutes les deux. C'était fini. L'or était légalement à elle. Pas tout. Elle devrait négocier avec les autorités au sujet des lingots marqués du braquage. Mais assez. Plus qu'assez. Dans les mois qui suivirent, Manon prit des décisions qui surprirent tout le monde, y compris elle-même. Elle travailla avec les autorités fédérales pour restituer les lingots d'or traçables jusqu'au braquage, négociant un accord où elle recevait une commission de découverte de 10% de leur valeur, soit plus de 3 millions d'euros. L'or non marqué, le trésor que Jean avait découvert, qui était vraiment celui de Moreau, mais qui lui appartenait maintenant légalement, elle le garda. Elle conserva 237 lingots, valant chacun environ 70 000 euros, soit un total de plus de 16 millions d'euros. C'était plus d'argent qu'elle n'avait jamais imaginé posséder. C'était une richesse générationnelle. C'était la liberté. Mais Manon ne disparut pas dans le luxe. Au lieu de cela, elle resta à Clerval, dans le gîte sous le chêne géant, et commença à utiliser cette richesse pour transformer non seulement sa propre vie, mais toute la communauté. Elle commença par les bases. Elle remboursa les dettes médicales de 3 familles du village qui se noyaient sous les factures. Elle finança anonymement des bourses d'études pour chaque lycéen de Clerval, s'assurant qu'il pourrait aller à l'université sans le fardeau écrasant des prêts étudiants. Elle acheta l'ancienne scierie et la convertit en un centre communautaire avec une extension de la bibliothèque pour Monique, un atelier pour que Pierre puisse enseigner la menuiserie, et des salles de classe pour l'éducation des adultes. Elle créa un fonds pour les mères célibataires, ayant elle-même vécu cette lutte. Toute femme élevant seule des enfants dans le département pouvait demander de l'aide pour le loyer, la garde d'enfants, les frais médicaux ou l'éducation. Pas de questions posées, pas de jugement, juste le soutien de quelqu'un qui comprenait. Elle embaucha des travailleurs locaux pour rénover le gîte, l'agrandissant en une vraie maison pour elle et Chloé tout en gardant le chêne creux protégé et sacré. Elle créa une fiducie de conservation pour s'assurer que les 19 hectares ne seraient jamais exploités, qu'ils resteraient sauvages et anciens pour les générations à venir. Le chêne du bois devint un monument protégé. Et Manon l'ouvrit aux sorties scolaires et aux promenades dans la nature, partageant la magie de cet arbre ancien avec quiconque voulait en faire l'expérience. Mais peut-être plus important encore, elle ouvrit le premier dispensaire gratuit de Clerval,
dotée de médecins qu'elle recruta de la ville avec des salaires généreux et la promesse d'un travail significatif. Elle n'avait jamais oublié cette nuit aux urgences avec Chloé, la peur et l'impuissance, l'humiliation de ne pas pouvoir se permettre de soigner son enfant. Aucune famille à Clerval ne ressentirait plus jamais cela. Le village se transforma. De jeunes familles commencèrent à s'installer, attirées par les opportunités que Manon créait. Les commerces rouvrirent. L'espoir revint dans un endroit qui se mourait lentement depuis des décennies. Et au centre de tout cela se trouvait Manon Duval, non plus la serveuse en difficulté qui était tombée sur un héritage, mais une femme qui avait pris une fortune maudite et l'avait transformée en bénédiction. Un an après le jugement du juge, Manon se tenait dans la clairière à côté du chêne massif, regardant le soleil se coucher à travers les arbres anciens. Chloé jouait à proximité avec des amis de l'école. De vrais amis dans une vraie communauté, vivant une vraie enfance. Pierre était assis sur le nouveau porche du gîte, taillant du bois et racontant des histoires à quiconque voulait bien l'écouter. Monique était à l'intérieur, cataloguant des documents pour la société historique que Manon avait financée. Une voiture remonta le chemin, se déplaçant lentement. Manon se tendit un instant, vieilles habitudes, mais se détendit en reconnaissant le véhicule. C'était Valérie Leclerc, l'avocate qui lui avait parlé pour la première fois de l'héritage, venant pour sa visite trimestrielle afin d'examiner les diverses fiducies et fondations que Manon avait créées. « Vous avez bien réussi », dit Valérie en sortant, regardant la propriété florissante, l'enfant heureuse, la paix sur le visage de Manon. « Quand je suis venu pour la première fois dans cette brasserie et que je vous ai parlé de cet endroit, je n'aurais jamais imaginé que c'est là que vous finiriez. » « Moi non plus », admit Manon. « Je pensais juste hériter d'un terrain sans valeur. Au lieu de cela, j'ai hérité d'un but. Ce que Jean vous a donné, dit Valérie prudemment, était à la fois un cadeau et un fardeau. Comment vous sentez-vous à ce sujet maintenant? À propos de tout ce qui s'est passé? Manon leva les yeux vers le chêne creux, son tronc massif s'élevant vers le ciel, son écorce ancienne balafrée mais vivante, toujours debout après 1000 ans de tempête, d'incendie et de temps lui-même. J'étais en colère contre Jean, dit-elle doucement, pour avoir caché lors toutes ces années au lieu d'en faire quelque chose de bien. Pour m'avoir transmis sa culpabilité et son fardeau. Mais je comprends maintenant. Il était piégé par ses choix, paralysé par la peur et la honte. Il ne pouvait pas avancer, ne pouvait pas changer, ne pouvait être rien d'autre qu'un gardien de secret. Elle fit une pause, regardant Chloé rire avec ses amis. Mais il m'a donné la chance d'être quelque chose de différent. De prendre ces mêmes secrets et de les transformer en quelque chose de curatif. Il ne pouvait pas se pardonner, mais peut-être qu'en m'aidant, en me confiant sa vérité, il a trouvé une sorte de rédemption. Et vous? Demanda Valérie. Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez? Manon sourit, un sourire réel et sincère. Le genre de sourire qui avait manqué à sa vie pendant tant d'années. Je ne cherchais rien. J'essayais juste de survivre. De garder ma fille nourrie et en sécurité et de lui donner une sorte d'avenir. Mais j'ai trouvé quelque chose quand même. Un but, une communauté. La connaissance que je suis assez forte pour protéger ce qui compte et assez généreuse pour partager ce que j'ai reçu. J'ai découvert que je suis plus qu'une simple survivante. Je suis une bâtisseuse. Je construis quelque chose qui durera. Valérie hocha la tête avec un profond respect. Le village vous appelle une héroïne, vous savez. Ils disent que vous avez sauvé Clerval. Je ne suis pas une héroïne, dit fermement Manon. Je suis juste une mère qui a eu de la chance et qui a décidé de faire la bonne chose avec cette chance. Il y a des milliers de femmes comme moi, travaillant plusieurs emplois, élevant seules des enfants, à une urgence près du désastre. Il se trouve que je suis tombé sur une fortune. Mais ça ne me rend pas spécial. Ça me rend responsable. Responsable d'utiliser ce que j'ai reçu pour aider les autres comme moi. Alors que le soir tombait et que les étoiles commençaient à apparaître à travers les trous de la canopée, Manon rassembla Chloé et se promena avec elle sur la propriété qui était devenue leur maison. Elles s'arrêtèrent au chêne creux, se tenant dans son étreinte calcinée, les murs chauds du soleil de la journée. « Raconte-moi encore l'histoire, maman, dit Chloé, comme elle le faisait souvent. « L'histoire de l'arbre » demanda Manon. « De nous ? De comment nous avons trouvé notre maison ?» Manon s'agenouilla au niveau de sa fille, écartant une mèche de cheveux de son visage. Il était une fois une femme qui pensait n'avoir rien. Elle travaillait si dur, mais ce n'était jamais assez. Elle était fatiguée,
effrayée, et ne savait pas comment elle donnerait à sa fille la vie qu'elle méritait. Mais un jour, elle a reçu une lettre à propos d'un arbre, un chêne géant et creux au milieu d'une forêt, qui lui avait été laissé par quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré. Et elle a trouvé un trésor, dit Chloé, connaissant l'histoire par cœur, mais ne s'en lassant jamais. Elle a trouvé plus qu'un trésor, corrigea doucement Manon. Elle a trouvé un courage qu'elle ne savait pas qu'elle avait. Elle a trouvé des amis qui l'ont soutenue quand les choses sont devenues effrayantes. Elle a trouvé un but plus grand que la simple survie. Et plus important encore, elle a appris que parfois les choses les plus difficiles de la vie, celles qui semblent être des fardeaux ou des malédictions, peuvent en fait être des cadeaux déguisés. Il faut juste être assez courageux pour les déballer. On est riche maintenant ? Demanda Chloé. Nous sommes en sécurité, dit Manon. Nous n'avons plus à nous soucier du loyer, de la nourriture ou des factures de médecins. Mais plus que cela, nous faisons partie de quelque chose. Ce village, ces gens, cet arbre, nous appartenons à cet endroit. Cela vaut plus que n'importe quelle quantité d'or. Chloé serra sa mère fort dans ses bras. Je suis contente qu'on soit venu ici. Je suis contente que tu n'aies pas abandonné quand c'est devenu effrayant. Je ne pouvais pas abandonner, dit Manon, tenant sa fille près d'elle. Je devais te protéger. Cela m'a rendue plus courageuse que je n'aurais jamais cru pouvoir l'être. Elles retournèrent ensemble au gîte, Chloé bavardant sur l'école, ses amis et les projets pour sa fête d'anniversaire de 10 ans le mois prochain. À l'intérieur, la maison était chaude et lumineuse, remplie de rires et de conversations alors que Pierre et Monique restaient pour le dîner. C'était un repas simple, mais rendu extraordinaire par la compagnie et la certitude qu'ils étaient en sécurité, qu'ils étaient chez eux, qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. Plus tard, après que Chloé se fut endormie et que les invités furent partis, Manon se tint une dernière fois sur le porche, regardant le chêne massif se découper sur le ciel nocturne. Elle pensa alors, toujours cachée sur la propriété dans des endroits qu'elle seule connaissait. Tout n'avait pas encore été utilisé, pas même la moitié. Elle était prudente avec, stratégique, l'utilisant là où il ferait le plus de bien et créerait un changement durable. Elle pensa à Jean, seul dans cette clairière pendant 50 ans, trop effrayé pour vivre, trop têtu pour mourir, piégé par ses propres choix. Et elle pensa à Stéphane, mort de sa propre main à 37 ans, incapable de supporter le poids de ce qu'il avait fait. 2 frères qui avaient cherché la richesse par le crime, et n'avaient trouvé que l'isolement et la mort. Mais Manon avait pris cette même richesse, l'avait purifiée par l'honnêteté, la générosité et la communauté, et l'avait transformée en vie, en espoir, en avenir pour des gens qui avaient perdu la foi en des jours meilleurs. Elle avait brisé la malédiction que portait cet or, non pas en le détruisant ou en le cachant, mais en l'utilisant comme la richesse devrait toujours être utilisée, pour guérir, pour construire, pour élever les autres. Elle n'était pas naïve. Elle savait que l'argent ne pouvait pas résoudre tous les problèmes, ne pouvait pas effacer toutes les difficultés. Mais il pouvait alléger les fardeaux. Il pouvait ouvrir des portes. Il pouvait donner aux gens un répit pour trouver leurs propres solutions, pour trouver leur propre force, pour devenir les héros de leurs propres histoires, tout comme Laure l'avait fait pour elle. Manon Duval avait hérité d'un chêne millénaire creux et trouvé 240 millions de dollars en or. Mais ce qu'elle avait vraiment trouvé, c'était elle-même. La force qu'elle avait toujours possédée mais jamais reconnue. Le courage qui avait été enfoui sous des années à simplement essayer de survivre. La générosité qui venait de la compréhension de ce que signifiait n'avoir rien et soudain tout avoir. Elle était passée de la pauvreté à un but, de la peur au pouvoir, de l'isolement à la communauté. Et elle l'avait fait non pas en thésaurisant son trésor, mais en le partageant. Non pas en construisant des murs, mais en ouvrant des portes. Non pas en devenant quelqu'un de nouveau, mais en devenant enfin celle qu'elle avait toujours été destinée à être. N'importe qui peut trouver un trésor s'il est assez courageux pour regarder sous la surface. Mais il faut un vrai courage pour utiliser ce trésor pour construire quelque chose de beau, de durable, quelque chose qui transforme non seulement votre propre vie, mais la vie de tous ceux qui vous entourent. Manon Duval avait ce courage. Et en le trouvant, elle découvrit que la vraie fortune n'était pas l'or sous l'arbre. C'était la vie qu'elle avait bâtie au-dessus. Alors que Manon Duval se tenait sur son porche cette nuit-là, elle ne se sentait plus comme la femme terrifiée qui était arrivée avec rien d'autre qu'une voiture rouillée et une fille endormie. Elle était devenue quelque chose de plus grand, une gardienne comme Jean, mais une qui protégeait non seulement des secrets, mais des gens, des avenirs et des rêves. Le chêne creux qui avait autrefois caché une fortune maudite se dressait maintenant comme un monument à la transformation.
La preuve que l'obscurité peut être transformée en lumière si quelqu'un est assez courageux pour en supporter le poids. Car pour Manon, et pour chaque âme en difficulté qu'elle avait aidé en chemin, le voyage de la pauvreté à un but n'était pas de trouver de l'or. C'était de trouver le courage de croire que les secondes chances existent, que l'espoir peut être reconstruit à partir des ruines, et que parfois l'héritage n'est pas ce que vous recevez. C'est ce que vous choisissez de donner en retour.